On va suivre des entreprises avec 3 idées intelligentes pour le monde d'aujourd'hui. Ma plus grosse souffrance, c'est de pas avoir d'enfants. Alors, je viens voir les petits. Il y a des élèves qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas accès à une bonne source d'eau. Et avec ces machines-là, on est en train de fournir de l'eau à ces élèves. On est le trait d'union entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Je me suis retrouvé un peu SDF pendant 5-6 mois. Donc je la comprends vraiment, leur situation. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un reportage, c'est pas une émission. Comme d'habitude, on vous sort 3 émissions le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc 3 émissions par semaine sur Légende. Cette fois-ci, c'est avec la BNP Paribas, qui est notre partenaire aujourd'hui et qui accompagne, qui aide à avancer, à se développer, à grandir des entreprises. Là, on en a cherché 3 à filmer, à suivre au quotidien pour essayer de vous les présenter avec 3 idées intelligentes pour le monde d'aujourd'hui. Juste, Seb, comment on a choisi les 3 boîtes ? On a choisi 3 problématiques aujourd'hui qui sont hyper importantes en France, mais dans le monde de manière générale. C'est que la nourriture coûte cher. Il y a des gens qui n'ont pas forcément accès tous les jours à des repas. On manque d'eau partout dans le monde et même en France. Il y a des zones qui sont sèches, asséchées. Et le 3e problème, c'est les places de crèche en France qui manquent énormément. Exactement. Donc en fait, on va suivre, vous allez voir Tom et Josette. C'est donc une crèche qui est en même temps dans un EHPAD. Et du coup, comme ça, il y a des ateliers tous les jours avec les personnes âgées. C'est hyper intelligent, surtout avec le manque de crèche qu'il y a aujourd'hui. On va suivre aussi une société qui s'appelle Phoenix, qui s'occupe du gaspillage alimentaire. C'est un garçon qui a eu cette idée brillante. En fait, au lieu de jeter les produits qui arrivent bientôt à la date de péremption et de payer des tonnes de déchets, ils vont appeler Phoenix, qui vont les prendre et les dispatcher dans les associations pour distribuer aux gens qui sont dans le besoin. Donc ça évite énormément de gaspillage alimentaire. Et enfin, on finira par Cumulus. Vous allez voir, on est allé jusqu'en Tunisie pour ça. C'est un garçon qui a une idée de génie aussi. C'est une machine qui récupère l'eau de l'air, en fait, même s'il n'y a pas de source. C'est un peu comme une climatisation qui va rejeter quelques gouttes d'eau. Et ben lui, la machine va aspirer l'air. Ça va enlever l'eau de l'air, parce qu'il y a toujours de l'eau dans l'air, même dans le désert, par exemple. Et ça va faire 30 litres d'eau par jour et par machine. Et donc, Sébastien, t'es même parti avec une caméra en Tunisie. Effectivement, ouais. T'as pu filmer dans l'école, vous allez voir, hein, ça marche vraiment très très bien, ces 3 machines. Et donc, c'est 3 sociétés aujourd'hui. Et on va commencer par la première, donc c'est Tom et Josette, c'est la crèche dans un EHPAD. C'est parti avec la BNP Paribas, du coup, sur Légende, on y va. Bonjour Astrid. Bonjour Guillaume. Alors bienvenue. Astrid Parmentier, donc toi t'as créé Tom et Josette. Oui. T'as co-créé, vous êtes 2 à avoir créé ça, c'est ça ? Exactement, avec Pauline Fèvre. Le principe, c'est d'avoir une crèche. C'est une micro-crèche ou une crèche ? Micro-crèche. Micro-crèche, mais avec des personnes âgées aussi. Enfin, est-ce que tu peux expliquer le concept mieux que moi ? Ouais, avec plaisir. La particularité de Tom et Josette, c'est des micro-crèches dans les EHPAD ou dans les résidences seniors. Donc l'idée, c'est qu'on ouvre des petites crèches qui accueillent 12 enfants et qu'on les ouvre au sein des lieux de vie collectifs des personnes âgées. Putain, c'est vachement bien. C'est bien pour tout le monde. Vous allez voir, on est allé filmer. Sébastien va venir dans un instant, qui anime des émissions ici, qui gère l'écriture aussi sur Légende. Il va venir nous raconter ce qu'il a vu et tout, mais c'est hyper mignon. C'est-à-dire que les enfants, ils vont pouvoir avoir accès à des personnes âgées. Les personnes âgées vont pouvoir avoir accès aux enfants, jouer avec. C'est hyper bien pour les deux, en vrai. C'est assez fou ce qu'on a vu à l'image. Ça se voit vraiment. Les enfants sont hyper rassurés. Et le concept est super. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'était vraiment une super idée de t'inviter, pour que tu nous racontes un peu. T'étais entrepreneuse avant ou c'est ta première boîte ? Pas du tout, ouais, c'est ma première boîte. En fait, la jeunesse de Tom et Josette, on s'est rencontrés avec Pauline dans un master d'entrepreneuriat. Et donc, c'était en 2018. Et on était à la recherche d'une idée de boîte à créer. Son grand-père était en EHPAD, ma grand-mère était en EHPAD. Et moi, il se trouve que je rendais visite à ma grand-mère en EHPAD avec mes neveux. Donc 2 ans, 3 ans, enfin l'âge de la crèche. EHPAD, c'est maison de retraite, hein, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger et qui ne connaissent pas le terme. Oui. Et en fait, c'était des moments assez magiques quand on entrait dans un EHPAD avec des tout petits où tu dois avoir l'image de l'EHPAD, voilà, où il y a pas mal de résidents qui attendent tête baissée dans le hall, etc., devant la télé. Et en fait, on arrivait avec les enfants et là, il se passait quelque chose. Il y avait de la lumière qui s'allumait dans les yeux des résidents et pas que de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était ses meilleures visites quand on y allait avec ses arrière-petits-enfants. Mais on constatait aussi que les autres résidents, en fait, ils étaient contents de voir des enfants et qu'il se passe quelque chose et que aussi les enfants étaient hyper contents d'être au centre de l'attention. Moi, ils me demandaient si on pouvait aller voir Mané à l'EHPAD. Ah, c'est marrant. Exactement. Et tu t'es dit, tiens, il y a un besoin. Et c'est comme ça que tu as créé. En fait, tu voulais pas faire une maison de retraite au départ. T'es entrepreneuse, tu voulais créer une boîte et tu as vu qu'il y avait un besoin. Exactement. Je cherchais des idées. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, on s'est dit, mais il manque des centaines de milliers de places en crèche. Il y a des milliers d'EHPAD où les personnes âgées sont isolées. En fait, on va faire des crèches dans les EHPAD. Je te le disais avant, mais c'est un vrai truc que tous les parents savent. Et vous le verrez si vous n'avez pas encore d'enfants et tout. Mais
y a un problème de crèche en France. C'est un énorme problème. Pourquoi il y a aussi peu de crèches? Tu dis, il y a plein de gens qui ont envie de bosser, il y a plein d'entrepreneurs qui ont envie de monter des boîtes. Pourquoi il n'y a pas assez de crèches? C'est un problème un peu structurel où il y a 350 000 places manquantes. Donc le temps que toutes ces crèches soient créées, ça crée un gap énorme de manque de place. Il y a de moins en moins de création de crèches municipales parce que les mairies n'ont plus forcément l'argent pour investir dans... on ouvre une crèche de 30 berceaux, c'est 10 salaires de fonctionnaires à créer, c'est des énormes travaux, c'est un secteur qui est ultra réglementé. Donc en fait, il faut quand même vouloir y aller en fait dans ce secteur-là. C'est un secteur, on n'y va pas pour faire de l'argent quand on est entrepreneur. Ah oui. Non. Et donc, tout ça fait que il y a des créations de crèches, mais le temps que ça crée, le nombre de places manquantes, en fait, il en reste encore plein à créer, quoi. Vous avez combien de crèches? Déjà, vous avez créé quand? Du coup, on a officiellement déposé les statuts, donc créé la boîte en juillet 2019. En 2019. Vous avez combien de crèches aujourd'hui? Aujourd'hui, 14. Oh là là, c'est fort, bravo. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 29 ans. À 29 ans? Non, ouais. C'est bien joué. Hein. Et c'est quoi l'objectif? Vous voulez aller jusqu'où après? L'idée, c'est qu'on veut en mettre partout en France. Il y a un chiffre qui nous fait un peu rêver, c'est 100 crèches. Parce qu'on se dit quand on en aura 100, ça veut dire qu'on aura vraiment maillé tout le territoire et qu'on aura eu un impact positif pour beaucoup de personnes âgées et beaucoup de familles en France. On va regarder une vidéo dans un instant. Vous allez voir, on a pu filmer, on est allé une après-midi, l'équipe y est allée pour filmer ça. C'est du côté de Nantes, hein. Oui, à Nantes. C'est ça où ils sont allés. On va vous montrer vraiment dans quelques secondes. Justement, pourquoi vous l'avez appelé Tom et Josette? On cherchait en fait, on a créé la boîte, on cherchait un nom qui reflétait vraiment ce qu'on faisait. On s'est dit ce serait hyper sympa d'avoir un prénom qui fait un peu enfant et un prénom qui fait personne âgée. Josette, c'était la voisine de chambre de ma grand-mère dans son EHPAD. Et autant il y a des prénoms anciens qui reviennent à la mode, autant Josette n'est pas encore revenue. Donc on s'est dit on est safe. Oui, tu voulais un prénom vraiment de personne âgée, un prénom qui reste enfant. Et Tom, c'est le petit frère de Pauline. D'accord, simplement. Voilà. Ouais. Les enfants sont pas impressionnés quand ils arrivent face aux personnes âgées? Si, il y a un peu de timidité, mais très vite, en fait, les enfants, c'est aussi quelque chose qui vont assez rapidement dépasser, quoi. Il va y avoir un atelier qui les intéresse, il va y avoir, on va sortir dehors, on va aller voir le poney. Par exemple, à l'EHPAD de Nantes, il y a un poney dans le parc, on va voir le poney avec les résidents. Tout de suite, ça crée en fait un lien assez immédiat avec les résidents. Ils ont beaucoup moins de peur et d'a priori que nous, quand on voit le handicap, la maladie, la vieillesse, on se projette en fait et ça nous fait peur. Les enfants, ils sont très neutres en fait par rapport à tout ça. Ils voient juste quelqu'un qui s'occupe d'eux, quoi. T'as pas d'enfant encore? Bientôt. Bientôt, ouais, c'est ça, ouais. Félicitations, d'enceinte. Merci. T'as pas encore enfin, t'avais pas d'enfant en tout cas quand t'as créé la boîte, donc ça va avoir encore plus de sens après pour toi? Ouais. Là, notre partenaire, c'est la BNP, et l'intérêt aussi, c'est de suivre et de voir comment ils ont suivi des entrepreneurs sur des boîtes très différentes, et à chaque fois qui ont du sens, c'est ça qui est assez fou, et vraiment, c'est 3 super boîtes qu'on va suivre, 3 super entrepreneurs aussi, même si, bon, vous êtes 2, mais là, c'est encore ça aujourd'hui. Comment ils vous aident, la BNP, concrètement? Nous, très concrètement, via 2 moyens. Il y a eu un accompagnement financier déjà. Donc, ça a été les premiers à nous accorder un prêt quand on avait peut-être une crèche ouverte et qu'on cherchait à prendre de la dette pour aller ouvrir 5 crèches la 2e année. Et donc, ils nous ont fait confiance alors qu'on était au tout début. Donc, premier prêt et un deuxième prêt 3 ans après. Assez conséquent aussi, donc qui nous permet de financer toute l'ouverture des crèches, etc. Et le deuxième moyen d'aide, c'est via MyCom for Impact. Donc, c'est tout leur programme d'accompagnement plus communication dédié aux boîtes de l'impact. Et donc, nous, concrètement, on a remporté un concours où BNP a cofinancé avec Publicis toute la refonte de notre site internet. Donc aujourd'hui, tomesjosette.fr, c'est un boulot qui a été financé par la BNP et fait par Publicis. Ça, je crois que c'est à hauteur de 200 000 euros le site. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même un budget assez sympa, quoi. Donc tu vas rencontrer la BNP Paribas en 2020 et 2023. MyCom for Impact, ça commence donc leur système. Donc en fait, c'est fait en 2 fois. Ouais. C'est vachement bien. Et donc ils vous ont fait le site. Et est-ce qu'ils t'accompagnent au quotidien sur, je sais pas, sur la finance quand on est entrepreneur ou qu'on est, en tout cas, sur une première boîte, une première création de boîte, etc. Est-ce qu'ils t'accompagnent? Ouais, complètement. Via plein d'introductions d'autres financeurs potentiels, par exemple, ou via des trucs hyper concrets, mais si tu veux mettre en place de l'épargne salariale, des sujets comme ça, en fait, ils ont toujours la bonne personne à te présenter au sein du réseau pour t'accompagner sur toutes tes problématiques d'entrepreneur. Il y a un moment, ils ont lancé aussi un programme de DAF dans l'impact. DAF, c'est la direction financière. C'est exactement. Quelqu'un qui va vous aider sur
tout ce qui est papier qui est compliqué. Voilà. Bon. Et du coup, notre DAF allait à ces meet-up de DAF de boîte à impact, réseauté, etc. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement, pas que des deux fondatrices, mais de la boîte dans son ensemble, quoi. Donc vous avez le même référent tout le long, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous suit, qui vous connaît. On a donc une super référente qui s'appelle Agnieszka qui nous suit depuis le début. Bon, il se trouve que là, elle va évoluer à BNP, donc on va avoir quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'était génial aussi d'avoir la même personne depuis le début, qui connaît nos crèches, qui est venue à des inaugurations de crèches. Elle connaît très bien ce qu'on fait, en fait. Et donc, c'est... Oui, ça change pas toutes les semaines. Exactement. C'est important parce que quand tu crées une boîte, tu as besoin d'avoir quelqu'un de confiance avec toi. Voilà. Je vous mets le lien cliquable, si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner sur tout ça pour la BNP Paribas. Je le mets en cliquable sous la vidéo. Et pareil, si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, vous pouvez cliquer dans la description du podcast. Il y aura tout dispo avec toutes les infos en dessous de la vidéo. On va faire rentrer Sébastien dans un instant, si tu veux bien. Juste avant, je vais montrer une vidéo, si tu es d'accord, de quelques secondes qu'on a filmé là-bas. Vous allez pouvoir voir des personnes âgées, du coup, avec 2 enfants qu'on a eu l'autorisation de filmer. On remercie les parents. C'était pour montrer justement le contact qu'il y a, comment ça se passe chez Tom et Josette. Regardez. On fait un petit reportage sur les enfants, sur vous, sur l'atelier qui se passe en ce moment. Moi, j'adore ça. D'abord, j'aime bien les enfants. Et puis, leur apprendre, leur faire voir quelque chose de nouveau, ça, c'est merveilleux pour moi. Et vous aimeriez leur transmettre quoi aux enfants? On peut tout leur apprendre, hein. Un enfant apprend vite. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Le regard déjà. Oui. Hein, le regard, ça parle. D'accord. Avec les yeux. C'est fantastique. Ça me ravigote de voir les enfants. Moi, j'aime les enfants. J'ai pas pu me marier parce que j'ai un handicap. Alors, j'ai pas eu. Alors, ma plus grosse souffrance, c'est de pas avoir d'enfants. Vous les donnez à qui? Alors, je viens voir les petits. Et puis, ça me fait du bien au cœur. Ça fait beaucoup de bien, leur présence. C'est des rayons de soleil, des enfants. Il n'y a rien de plus beau au monde que des enfants. C'est quoi le principe de l'atelier aujourd'hui? J'essaie de faire un oiseau. Je sais pas où il est. J'essaie de faire un oiseau comme ça. Un oiseau comme ça. Mais ça va pas réussir comme ça. Je vais pas réussir. C'est quoi la plus grande leçon qu'on vous a appris dans votre vie? Faut aimer la vie d'abord, hein. Faut aimer les autres. Faut rendre service. Et puis faut être heureux. Faut toujours trouver une petite chose pour être heureuse. Il n'y a pas besoin de grandes choses. Mais une petite chose chaque jour pour vous rendre heureux, ça va. Donc moi, c'est Estelle Rétif, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis la pilote de la crèche Tom et Josette à Nantes, donc c'est le poste de directrice. Pourquoi aujourd'hui on peut avoir le choix d'avoir une crèche intergénérationnelle? C'est vraiment le projet de Tom et Josette en fait, où c'est vraiment un réseau de micro-crèches intergénérationnelles, c'est-à-dire que les locaux vont forcément être à proximité, voire dans les locaux, donc soit d'un EHPAD, d'une résidence senior ou de résidence autonomie. Les personnes âgées, est-ce qu'ils apportent quelque chose aux enfants dans leur apprentissage, dans le fait qu'ils grandissent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Les personnes âgées, elles ont un vécu, elles ont une histoire, donc elles ont plein de choses à apporter singulièrement en fait, parce que voilà, chacun est différent. C'est un peu la science aussi. Nous, chez les enfants, on se dit, on accueille les enfants dans leur spécificité, dans leur individualité. Ça apporte, vraiment une sérénité, je trouve. Où, quand on a vu des résidents qui sont venus sur la crèche, c'était hyper calme. Les enfants, ils avaient envie d'être à la rencontre des résidentes. Donc c'est vraiment apaisant aussi. Et justement, à l'inverse, est-ce que les enfants apportent quelque chose? Ouais, franchement, c'est impressionnant. Les échanges de regards ou de sourires, on sent que ça les nourrit. Vraiment, on sent que ça apporte de la joie, en fait, où c'est tout simple, où vraiment on se croise juste dans un couloir ou dans le jardin. Juste prendre le temps, 5 minutes, de discuter sur l'enfant. On a l'impression que, ça a vraiment illuminé la journée des résidents et, c'est trop beau à voir en tant que professionnel de la petite enfance. Allez, fais-moi un beau sourire. Fais-moi un beau sourire. Si vous avez une chanson à lui transmettre? Je disais à la dame, là, je chantais, je me souvenais, je vois madame, que vous avez un beau bébé. Elle aime bien. Mais alors, la dame répondait, mais oui, madame, je suis en train de le promener ou je sais pas quoi. C'est une chanson qu'on vous chantait quand vous étiez plus jeune? Oh
là 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 là, c'est une chanson qui devait se chanter avant que j'aille à l'école. Ah. Donc voilà, retour en plateau avec Seb qui est rentré. C'est toi qui allais filmer, Seb, là-bas. Oui, exactement. Ça t'a paru comment, honnêtement? C'est intéressant d'avoir un retour. Vous n'êtes pas parlé avant vraiment? Non, c'est vrai. Bah, moi, j'ai adoré. En fait, on en a parlé un peu en amont du tournage et aller voir un mélange générationnel comme ça où tu te dis comment vont réagir des personnes qui ont 80 ans ou plus, 90, même 100. On a rencontré une centenaire avec des petits qui ont entre 2 et 4 ans qui parlent à peine ou qui se regardent un peu bizarrement. On s'est dit comment ça va se passer. En fait, ça se passe hyper bien. Et ça crée un lien, mais je pense qu'il faut le voir. En fait, ceux qui ont vu les images là, dans le reportage l'ont vu, c'est assez fou. Parce que les petits regardent les personnes plus âgées avec des grands yeux et il y a une sorte de, je sais pas, de quasi-maternité qui se recrée chez certaines dames qui sont là et même pour celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est assez dingue à voir, quoi. Tu connaissais le concept avant d'y aller ou... Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu attiré l'œil quand on a pu voir les différentes entreprises qu'on a creusé un petit peu pour voir les concepts un peu qui sont humains, qui donnent et qui sont originaux. Celui-ci m'a paru évident. C'est un mélange qui ne se fait plus. C'est rare que les parents, même leurs propres enfants, voient leurs grands-parents maintenant. Enfin, c'est de plus en plus rare. C'est souvent quand les personnes âgées, c'est plus compliqué en termes d'accès. Pour les premières générations, c'est très dur. Et c'est triste. Et sans compter les personnes qui sont en EHPAD ou en maison de retraite et qui n'ont pas de famille, qui viennent les voir. Et ça permet de pallier un manque concret et réel, quoi. T'avais déjà été dans un EHPAD, Seb? EHPAD, oui. Crèche, non. Parce que j'ai pas d'enfant, du coup, pour l'instant, j'ai pas de raison très bizarre. J'ai pas une raison d'y aller. J'ai pas de neveu non plus, tout ça. Donc, EHPAD, j'y suis allé. Moi, j'ai ma grand-mère qui est actuellement en EHPAD. Donc, pour le coup, ça me parle plus que bien. C'est que j'ai passé quasiment l'été, pendant les vacances, à aller la voir. Et c'est là que j'ai réalisé surtout que pas beaucoup de résidents des EHPAD et des maisons de seniors sont visités par leur famille. Ah oui. Bah oui, il y a souvent ce manque-là, soit par manque de temps, soit parfois c'est le week-end, mais c'est pas tous les week-ends. Il y a pas de proximité. Parfois, les enfants sont dans d'autres régions. Et là, même s'il y a pas les familles, il y a quand même cet atelier qui est tous les jours, au moins 45 minutes, que ce soit de la mosaïque, que ce soit, il y a plein de choses. Et il y a une rencontre, il y a du lien qui se crée avec d'autres générations, ne serait-ce que les accompagnants, plus les enfants. Donc l'EHPAD, je connaissais, et là, j'ai vu vraiment entre les jardins, les personnes qui se baladent et qui croisent les petits qui vont à l'EHPAD. Enfin, c'est assez beau à voir. T'as rencontré, toi, les parents? On a rencontré alors un papa qui nous a parlé le matin, qui déposait son fils à la crèche. Et on a surtout rencontré une maman, la maman de petit Lucas qu'on voit dans la vidéo, et qui, elle, a pris le temps de venir nous parler, qui a accepté qu'on fasse une petite interview, et très sympa, quoi. Elle était enchantée de cet endroit-là, son premier enfant, et elle disait que c'était ce qu'elle attendait, exactement comme elle attendait, quoi. Elle est contente de l'expérience. Ouais. Le retour, elle voit que son petit... il a beaucoup moins peur des bras, il est moins peur d'aller voir des gens. Il y a des choses qui se créent, je pense, chez les plus petits qui sont assez intéressantes. Du coup, vous avez pu interviewer la maman? Absolument. Ouais. On va montrer les images. En tout cas, merci beaucoup, Seb. Avec plaisir. On va te retrouver pour les autres interviews d'entrepreneurs après, parce que c'est toi qui fait les tournages et qui allait voir comme ça. Donateur, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est parti avec la maman de Lucas. Pourquoi avoir choisi une crèche intergénérationnelle déjà? Parce que je trouve ça essentiel pour l'épanouissement de mon bébé. Je trouve que les tout petits ont tout à apprendre des générations plus âgées, que ce soit les adultes ou un cran encore au-dessus. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes plus âgées des EHPAD apprennent à Lucas? La concentration, la patience, la douceur... voilà, rester dans les bras pour lire une histoire tranquillement. Est-ce que tu crois que eux transmettent aussi quelque chose aux personnes plus âgées? Oui, je suis convaincue, de la joie, beaucoup de joie déjà. Changer un petit peu du quotidien, comme je l'ai dit. Et puis, se projeter aussi, peut-être avec leurs petits-enfants, se dire, tiens, on pourrait faire ça s'ils en ont. Beaucoup de joie en tout cas, mais dans les deux sens en fait. Voilà pour la maman de Lucas. Ça fait plaisir de voir les parents comme ça. C'est des clients finalement qui sont contents. Carrément. Ouais. À part les 45 minutes d'atelier avec les gens âgés, le mélange, il y a quoi de différent avec une crèche classique? En fait, le fait d'être dans un EHPAD ou dans une résidence senior, ça ouvre énormément la crèche sur l'extérieur et ça donne énormément de qualité à la crèche. Parce que, quasiment tous les EHPAD ont des parcs, en tout cas tous ceux où on est, ont des parcs ou des grands jardins, etc. Et en fait, si tu regardes des crèches à Paris, généralement, il n'y a pas de jardin. Nous, on bénéficie de grands parcs, de grandes infrastructures. Dès qu'on peut, on a aussi la cuisine qui est faite sur place par la restauration de l'EHPAD. Tous les repas, en fait, c'est les mêmes problématiques de moulinets mixés pour les résidents d'EHPAD et pour les enfants. Donc, en fait, on peut mutualiser ça. Et surtout, ce qui change fondamentalement les choses, c'est que, en fait, par l'intergénérationnel,
on arrive à recruter des équipes qui sont particulièrement engagées, passionnées par le projet, qui viennent pour ça et qui sont hyper fidèles. Donc on a un taux de turnover qui est minime par rapport au reste du secteur, quoi. Ça va faire 5 ans, hein, du coup, maintenant que c'est ouvert, Tom et Josette. Et vous voyez les impacts sur les gens âgés, sur les enfants, vraiment? Tu vois qu'il y a un impact? Oui, carrément. C'est beaucoup des impacts qu'on nous raconte aujourd'hui. Même si on avait lancé une petite étude d'impact il y a 2 ans avec des questionnaires aux familles, des questionnaires aux familles des résidents qui mesuraient des vraies améliorations d'estime de soi des résidents. J'ai rendez-vous en fait à la crèche et donc je me fais beau pour aller à la crèche. Trop mignon. Et après on a des anecdotes hyper touchantes en fait dans la crèche de Lyon on a une résidente qui ne s'est pas laissée mourir entre guillemets parce que elle savait qu'elle avait la crèche en fait et on a vraiment pour les résidents qui sont les plus fidèles c'est devenu leur quotidien c'est devenu quasi comme leur famille en fait d'aller à la crèche tous les jours. Et je te ferai une autre anecdote. On ferme les crèches pendant 3 semaines l'été. Et à la crèche de Rennes, le jour de la réouverture fin août, t'avais une mamie devant la porte qui disait « Ah bah je vous attendais ». Ah c'est vrai. Je vous ai attendu tout l'été et je vous attendais. Et t'as parfois des parents qui emmènent en dehors des horaires leurs enfants voir les personnes âgées, les revoir? Ouais, bah justement, ça va dépendre un peu de l'architecture, mais typiquement dans la crèche de Lyon, puisque ça a été une construction où on a une entrée commune on passe dans l'entrée de l'EHPAD en fait pour aller à la crèche. Il se trouve qu'il y a un couloir avec la partie résidence senior et on a des parents qui le matin avant d'aller à la crèche vont toquer à la porte des résidents pour les saluer avec leurs enfants et ensuite vont poser leurs enfants à la crèche. Ah, trop sympa. Ouais. Et t'as des pensionnaires qui demandent d'avoir plus les enfants? Ouais. Qui viennent en fait assez spontanément toquer à la crèche, voir s'ils peuvent se passer, parfois juste se poser en fait et s'asseoir là, les regarder goûter, repartir. Et tous les résidents peuvent y accéder. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser quand on est parent. S'il est tenu par quelqu'un qui va trembler ou qui va faire tomber l'enfant. Ouais, l'idée c'est que c'est pas du tout les résidents qui vont être en responsabilité des enfants, pas du tout. Nous, ça compte comme une sortie en fait. On a un taux d'encadrement de 1 adulte pour 2 enfants en atelier intergé. Et donc c'est comme si on allait en sortie à l'EHPAD et il reste totalement sous la responsabilité de notre équipe à chaque instant. Et pareil, côté résident, ils sont toujours accompagnés par l'animateur de l'EHPAD ou le psychologue ou des aides-soignantes, voilà. Et les papis qui font des blagues? Les mamies qui font des blagues? Ouais, vachement. Je pense à une anecdote marrante d'un résident qui piquait des goûters à l'EHPAD pour les filer en douce aux grands. C'est mignon, franchement c'est très mignon ce que tu as créé, bravo. C'est vraiment chouette. On en parlait tout à l'heure et tout, mais le prix, est-ce que c'est plus cher qu'une crèche classique? Est-ce que c'est moins cher? C'est comment par rapport pour les parents qui peuvent être intéressés? C'est même prix qu'une micro-crèche classique. Là, j'ai noté, donc, vous avez 14 crèches, 75 employés aujourd'hui. Ouais. 250 familles qui vous confient leurs enfants. C'est beaucoup, hein, quand même. Hein. Et en tout cas, la BNP, ils se sont organisés pour que vous soyez là aujourd'hui et tout. Donc ça, ils vous accompagnent jusqu'au bout. C'est vraiment le principe, c'est d'aider les entrepreneurs. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube et Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si ça vous intéresse pour faire comme Astrid, si vous avez envie. Et juste, si jamais tu as besoin, il y a des gens, donc, pour le recrutement déjà, tu cherches des EHPAD aussi qui sont ouverts, donc ils pourront te contacter si jamais, sur le même... je mettrai un mail, tu nous donneras un mail que tu veux. Complètement. On mettra sous la vidéo et comme ça, si ça vous intéresse, vous êtes patron d'EHPAD et vous voulez peut-être ouvrir à Tom et Josette pour mettre une petite crèche en plus et tout, c'est cool, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis bon courage pour l'accouchement. Merci. On croise les doigts pour toi. Voilà donc pour Tom et Josette. Merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux chaque semaine. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous met 3 interviews. Continuez de vous abonner, les amis, sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez 2 secondes, on est aussi sur Instagram, sur Snapchat, sachez-le. On vous met les vidéos sur Facebook ou sur TikTok. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux du média. Merci d'être là en tout cas. Maintenant, on va passer à Phoenix. Donc, c'est une société qui s'occupe du gaspillage alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y en a beaucoup en France. Toi, Seb, tu as regardé les chiffres, mais c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est 63 kilos par personne par an qui sont gaspillés. Et là, je parle de choses comestibles. Hein. Donc, c'est des restes de fruits, des dates dépassées qu'on prend directement dans les frigos pour jeter. Donc, c'est énorme par personne le gaspillage. L'objectif, c'est de justement diminuer ça en donnant via les supermarchés directement à Phoenix qui va les distribuer dans les associations qui s'occupent de redistribuer ça aux personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est parti avec Phoenix maintenant sur Légende. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Tu es cofondateur de Phoenix. Absolument. Tu es cofondateur parce que vous étiez 3, puis après vous êtes
vous êtes devenus 2. Ouais, ça a changé. On était 3, il y a un petit faux départ et on est parti à 2 en mars 2014, donc il y a bientôt 11 ans. C'est toi qui as eu l'idée, tu vas raconter ce que c'est, mais c'est toi qui as eu l'idée, comment ça s'est passé? L'étincelle de départ, c'était avec mon associé Baptiste, que je salue. C'était quand tu vois, on avait 29 ans à l'époque. Donc quand on faisait des soirées foot, des soirées entre potes, des anniversaires, et qu'il nous restait à la fin la moitié d'une pizza, un reste de cake et tout, on se disait bon bah qu'est-ce que je fais du truc? Et au lieu de le mettre à la poubelle, on s'est dit c'est con qu'il n'y ait pas, alors c'était en 2013, 2014, qu'il n'y ait pas une appli simple pour lever tous les freins à la générosité et pour qu'en 3 clics tu puisses dire bah salut, je pars en week-end 4 jours, mes yaourts vont être périmés. Est-ce que je peux pas les filer à l'assaut du coin, au SDF en bas de la rue ou... T'étais entrepreneur avant ou pas Non, du tout? rien à voir. Non. Moi, j'ai créé cette boîte après avoir fait 6 ans de banque d'affaires. T'as eu un manque de sens, tu veux dire quand ouais, mais je crache pas dans la soupe. Hein. C'était un univers qui était assez grisant, très stratégique. C'était des boîtes où t'es bien formé, où t'es vite mis sur le devant de la scène avec beaucoup de responsabilités. Puis après, c'est à l'âge de 29-30 ans que je me suis dit crise de sens. Tu vois, je me retrouvais dans des réunions à la Défense, dans des tours. Et je me dis, est-ce que j'ai bossé 7 ans pour faire ça? Ou est-ce que j'ai envie de mettre mes compétences au service d'une cause qui soit en tout cas, qui me semble plus utile, plus noble? C'est comme ça que je me suis dit que le monde du gaspillage alimentaire, solidarité était un bon terrain de jeu. Donc tu vas démissionner? Ouais. Du jour au lendemain? Non. D'abord, au début, j'ai fait ça un peu en soum-soum, comme on dit. Enfin, tu vois, en parallèle, tu cherches une idée? J'étais pas non plus une tête brûlée à... Enfin, si, pour envoyer bazarder une telle situation à 30 ans, l'année de ton mariage, etc., c'est qu'il faut être un peu inconscient. Parce que l'idée de la boîte, donc là, aujourd'hui, ça va permettre, en fait, vous allez expliquer le business plan, comment vous gagnez de l'argent, etc. Ouais. Mais tu vas prendre de la bouffe qui est quasiment périmée, enfin, en tout cas, bientôt, qui vont te donner... les supermarchés, au lieu de les jeter, ils vont te les donner. Vous allez avec une application les redistribuer dans des associations et avec l'appli, ils vont pouvoir réserver et acheter. Donc, tu vas gagner de l'argent des deux côtés. Tu vas expliquer après comment ça fonctionne. Donc, en plus, c'est viable et c'est utile. Donc, ça t'a trouvé... tu peux gagner ta vie parce que c'est l'objectif de faire une boîte, c'est pas d'être à perte. Hein. Et en plus, c'est d'avoir du sens. T'as réussi à allier les deux. C'est ça qui est intéressant. Bah, tout à fait. Bah, en tout cas, moi, c'était vraiment l'intention de départ, quoi. Alors, je me reconnaissais pas dans cet univers dans lequel j'avais passé 5-6 ans, qui était vraiment purement mercantile et purement... Et je ne me reconnaissais pas non plus à l'autre côté du spectre, dans le monde non marchand, associatif, militant, des ONG, quoi, des assos type Banque Alimentaire, Restos du Cœur. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane entre les deux, où en gros, on prend un peu le meilleur des deux mondes, on prend l'ambition, les talents et l'intensité du monde marchand, et avec le supplément d'âme et la mission du monde associatif. Et on a essayé de faire ça avec Phoenix. Et donc, par contre, on a créé une boîte. Ouais. On a créé une boîte qu'on veut rentable. En 2014 ? Ouais. Tu as monté ça, donc vous êtes au début pas énorme. Comment est-ce qu'ils vont rentrer en contact avec toi? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que c'est toi qui as besoin d'aide? Et comment ils vont t'accompagner après? Alors la BNP, ils nous ont bien aidés tout au long du parcours. On s'est créé en 2014, on avait 1 000 € de capital, donc 500 € chacun. Donc vraiment une approche lean, peut-être celle de Legend aussi. Mais au début, on s'est dit, allez, on va être autofinancé, on va pas cramer trop d'argent, on va grandir en mode bon père de famille, ou en tout cas gestion saine, quoi. Ouais. Raisonner, pas avoir la folie des grandeurs. Faut pas. Non. C'est le meilleur moyen de se planter. Hein. Ouais, et pourtant c'était hyper à la mode. Hein. Beaucoup de boîtes font des grosses levées de fonds, sont contents d'annoncer des énormes levées de fonds tout de suite et sans être sûr que ça va fonctionner. C'est comme ça que beaucoup de boîtes se plantent. Absolument. Ouais. Et donc, nous au début on avait cette sagesse-là. Après on s'est dit, bon, déjà ça marche. Donc nous on fait le trait d'union entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Et au bout de 2-3 ans on s'est dit, en fait, on a un truc qui marche. On faisait 100, 600 000, 1,8 million de chiffre d'affaires. On s'est dit, ok, maintenant, le sujet qu'on porte, il commande qu'on soit ambitieux, donc il faut qu'on accélère. Et donc on trouve du financement pour accélérer. Donc on a quand même fait des levées de fonds et du financement bancaire. Donc la BNP nous a aidés sur toute cette palette-là, à la fois en coaching, avec des gens au conseil, avec du financement bancaire classique, donc c'est-à-dire du prêt remboursable. Et puis aussi, ils ont mis de l'argent, ils ont investi de l'argent chez Phoenix, ils ont pris une place dans la gouvernance. Et ils sont devenus actionnaires. Actionnaires, ouais. À travers de fonds. Donc en vrai, c'est la banque qui nous a le plus aidés. Et c'est la banque qui, de mon point de vue, l'a mieux positionné sur tout ce qui est impact social environnemental, qui a pris le virage. Et qui est assez bien identifié dans l'écosystème que je connais bien comme la banque qui soutient les entrepreneurs. Après, dans les boîtes à impact, là on est vigilant, c'est sur la gouvernance. On essaie d'avoir des entreprises un peu moins verticales, un peu moins old school dans le mode de management, donc plutôt horizontal, avec un salarié, une voix, etc. Et d'avoir aussi un regard sur la diversité, l'inclusion, et essayer de faire des boîtes qui ressemblent à la société française et qui ne soient pas trop caricaturales. Donc vous créez ça, ça fonctionne tout de suite.
Et après, tu fais une levée de fonds au moment où tu en as vraiment besoin, pour le coup, toi, en sachant que ça marche déjà, pour te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, finalement. Ouais, alors déjà, le truc, c'est qu'on a quand même une posture d'humilité, parce qu'on n'a pas inventé ce qu'on fait, tu vois. En gros, nous, je te dis, on est le trait d'union entre ceux qui ont trop, les magasins, les usines, et ceux qui n'ont pas assez. Donc, soit des consommateurs en quête de pouvoir d'achat face à l'inflation, et il y en a un paquet qui peuvent aller sur l'application Phoenix, soit des assos caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Banque Alimentaire, Emmaüs, Secours Populaire, etc. Et donc, tout ça pour dire que ces gens-là, notamment les Restos du Cœur et tout, ils n'ont pas attendu Phoenix. Déjà, à l'époque de Coluche, dans les années 80, ils étaient là, pour faire des collectes en magasin. Mais nous, on s'est dit, ces collectes en magasin, elles ne sont pas généralisées. C'est une fois par semaine, quand il y a un bénévole qui a du temps et qui a un camion disponible. Et c'est dans un magasin sur 10, et c'est fait avec un stylo papier et coup de tampon au cul du camion quand on a le temps, quoi. Et donc on s'est dit, ça, on va en faire la norme et pas l'exception. Et on veut que dans tous les magasins de France, du lundi au samedi, y compris en vacances scolaires, y compris en juillet-août, il y ait les invendus de la veille qui soient redistribués aux plus démunis, plutôt que de partir à la poubelle, en incinération, en décharge, en enfouissement. Dans les supermarchés, il y a des bacs anti-gaspi. C'est un peu le même principe, en gros, parce que le bac anti-gaspi au supermarché, c'est un peu moins cher. Tu sais, il y a les étiquettes oranges en plein de supermarchés. Ouais. C'est périmé le jour même ou le lendemain, et ils te font 50% dessus. Ouais, nous, c'est ça. Si je simplifie Phoenix, c'est un peu ce qu'on fait. On a une sorte d'entonnoir de solution pour éviter le gaspillage. Donc, en gros, quand le produit arrive proche de sa date de péremption, c'est-à-dire, on va dire J-3, J-2, le magasin se dit qu'il ne va pas le vendre au prix fort en rayon, parce que de toute façon, comme toi et moi, les consommateurs vont au fond du rayon chercher la date la plus longue et ils vont chercher derrière le fond du linéaire. Donc il se dit, OK, donc nous on lui propose de faire 3 choses différentes, enfin 4 choses même. On lui dit, le produit à partir des J-2, tu le mets en promotion dans un bac anti-gaspi, et donc tu le mets à moins 30, moins 40. Et comme ça, déjà les consommateurs vont avoir une réduction, une incitation à acheter des produits qui périment le jour même ou le lendemain. Deuxièmement, si ça part pas là-dedans, on le met dans des paniers anti-gaspi sur l'application Phoenix. Et donc là, c'est des paniers surprises. Donc tu as entre 12 et 15 euros de valeur dans un panier surprise qui est vendu à 5 euros. Et toi, tu le commandes sur l'appli Phoenix qui est gratuite et tu viens le chercher en magasin. Donc ça, c'est le consommateur. Très fort. Ouais. Tu vas le chercher dans le même... Il n'y a pas de locaux Phoenix. Non. C'est directement... C'est en point de vente, ouais. C'est en point de vente. C'est quoi comme supermarché, par exemple, qui fait ça pour citer une enseigne ou deux? Le Leclerc de Rueil-Malmaison et avec Phoenix, mais des Franprix dans Paris, des La Vie Claire, des Biocop. D'accord, tu peux... Ok. C'est plutôt nous. Je vous mets le lien si vous voulez télécharger l'application Phoenix sous la vidéo dans la description. Et si vous voulez aller, pareil, dans la description des podcasts audio, je vous mets pareil le petit lien. Et si vous voulez aller télécharger l'application Phoenix, c'est pas comme un Phoenix, hein. C'est P-H-E-N-I-X. Ouais. Et donc ça permet de sauver, entre 150 et 200 euros par mois sur son budget alimentation. Ouais, parce que tu payes 5 euros, un truc en vaut 12, 13, 15. Exactement. C'est vachement. Donc ça, c'est le début de la mécanique Phoenix. Des réductions pour les consos sur les produits qui sont proches de la péremption. Ensuite, si jamais les consos ne les achètent pas ni dans le bac anti-gaspi en magasin, ni sur l'appli Phoenix, on va basculer dans la deuxième partie de la valorisation, qui est les assos caritatives. Et donc, on propose les invendus et les restes à toutes les assos d'intérêt général et d'aide alimentaire. Et là, pardon, juste pour comprendre, c'est le but aussi, vu qu'on est dans des gens de business, comment tu gagnes ta vie quand tu donnes à une association? Absolument, c'est une très bonne question. Donc, en gros, le chef de rayon, il a une palette de briques de lait qu'il ne va pas vendre, il la scanne, elle part et tout est propulsé à toutes les assos du coin qui disent, tiens, ça m'intéresse et je passe la récupérer demain. Les assos, ça peut être... Des assos qu'on connaît, des petites assos, des grandes. Ouais, ça peut être. C'est de tout, quoi. Ça peut être à la fois une grosse asso caritative comme les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire, ou une petite asso locale comme celle qu'on va voir dans le reportage. On va voir un monsieur qui va transporter avec son camion. Donc vous avez des frais de salariés, ça coûte cher en France, de gasoil, je sais pas, de matos. Ouais, bien sûr. Et donc comment ça marche? Alors l'équation, elle est quand même finalement assez simple. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde où Phoenix n'intervient pas, l'invendu, le déchet, c'est un coût pour le magasin. Tu vois, le directeur du Leclerc, il a acheté ses tomates à un producteur local, donc il a payé, il a décaissé son achat. Il les met en rayon, ça lui coûte de les mettre en rayon, et s'il les vend pas, il doit les sortir des rayons, les mettre à la poubelle, et il paye une prestation d'enlèvement de déchets, de destruction. Donc ça, c'est du Veolia, du Suez, du Paprec, enfin tous les gros acteurs du déchet que vous connaissez. D'accord. Et ça coûte, la destruction des déchets organiques, donc des biodéchets, ça coûte entre 150 et 180 euros la tonne. Et donc nous, l'astuce qu'on a eue, c'est de se dire, nous, on va faire les histoires de vases communicants. Et donc, en redistribuant, un peu comme un Robin des Bois, en redistribuant les invendus alimentaires, on va baisser les volumes qui finissent dans les poubelles, et donc on va baisser la facture de gestion des déchets. Donc première raison d'avoir le sourire pour les directeurs de magasins.
Ah, c'est-à-dire que ça. Ils économisent de l'argent sur le traitement des déchets. Je sais pas qu'ils payaient pour les déchets, je pensais qu'ils mettaient à la poubelle et que tu avais des camions poubelles qui passaient gratuitement. Ah non, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. There is no free lunch. Et en l'occurrence, cette prestation, elle est chère et surtout, le prix des déchets ne fait qu'augmenter. En ce moment, là, ouais, tu vois, les années d'année après année. Il y a le principe de pollueur-payeur, il y a plein de lois et ça va dans le bon sens, mais qui font passer à la caisse les gens qui génèrent des déchets et qui mettent sur le marché des déchets. Donc vous, vous payez moins cher qu'un camion poubelle, en gros. Ouais, exactement. Synthétisme, mais vraiment, mais comme ça, on comprend bien. Ouais. Vous payez moins cher qu'un poubelle, et sauf qu'en plus, ça va servir. Ça a du sens. Et en plus, cerise sur le gâteau, non seulement c'est moins cher, et ça a plus de sens que ça finisse chez les Restos du Cœur ou chez Abderrazak que dans la poubelle. Abderrazak, tu parles d'Abderrazak parce que c'est un épicier qu'on va voir et qu'on a filmé. Un épicier solidaire qu'on va voir. C'est ça. Donc déjà, ça a plus de sens, c'est moins cher. Et cerise sur le gâteau, dernier effet qui se coule, le magasin peut récupérer une partie du montant de la valeur en réduction d'impôt. Donc c'est comme quand toi, tu donnes 100 € pour Mayotte ou au Téléthon ou peu importe, tu peux récupérer 60%. Et donc pour une entreprise, c'est pareil. Lorsque Carrefour, Casino, Franprix, peu importe, donnent 10 000 € de biscuits ou de baguettes de pain à un Resto du Cœur, ils peuvent récupérer... Ah ouais, donc ils ont tout intérêt à donner. Absolument. Ah, c'est malin, t'as trouvé, c'est ça le boulot d'entrepreneur, c'est trouver quelque chose qui manque dans la société, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, quand tu vas avoir du sens. Exactement. On s'est dit, déjà, si on fait ce métier-là, de Robin des Bois, de l'aide alimentaire, et si on fait bien le trait d'union entre les uns et les autres, entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, et qu'on le fait à grande échelle, dans une quinzaine de villes françaises, puis après en Europe, on aura créé une belle boîte dont on sera fier. Et la mission rajoute évidemment beaucoup de motivation quand on se lève au quotidien, quoi. Vous êtes combien tu as combien de salariés aujourd'hui? C'est grand comment On est 180 chez Phoenix. 180 en CDI, ouais. Et vous faites combien de chiffre d'affaires pour être 180? On fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ah ouais, bravo. Ça a bien grossi. C'est pas non plus Doctolib ou Blablacar, mais c'est une belle trajectoire pleine de sens et d'impact et on est très fiers de ça. Vous voulez aller jusqu'où? C'est quoi l'objectif après? Parce qu'on a toujours une vision à 2-3 ans quand on est chef d'entreprise. C'est quoi, toi? L'objectif, là, nous, on a concentré nos efforts pas mal sur l'alimentaire et la grande distribution pendant 10 ans. C'était le truc le plus intuitif. Quand on pense au gaspillage, on pense à ce qui se passe dans les magasins et enfin, à la fin des rayons. Et depuis maintenant 3-4 ans, il y a une loi qui interdit le gaspillage non alimentaire. C'est-à-dire que tu peux plus détruire des jouets après Noël, tu peux plus détruire des médicaments dans les pharmacies, tu peux plus détruire des fringues dans la fast fashion. Parce qu'avant, tu vois, dans toutes les grosses marques que je ne citerai pas, mais où tu as de la rotation rapide de collection. Les autres étaient 4 fois par an. Les autres étaient déchirés, scrapés, incinérés. Ça, c'est devenu interdit. Donc nous, on se dit on va commencer à mettre un pas en dehors de l'alimentaire. Et c'est ça un peu l'ambition de Phoenix maintenant, c'est de dire on est l'acteur de référence sur le gaspillage alimentaire. Mais on va s'étendre au gaspillage non alimentaire et avoir aussi un peu la même approche de dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout se redistribue. Et on va donner une seconde vie à tous ces produits. J'avais noté aussi, quand il y a il y a les consommateurs, il y a les assos, et il y a aussi parfois des refuges pour animaux. C'est-à-dire que quand c'est même périmé, vous pouvez donner pour des refuges pour qu'il y ait des animaux qui mangent. C'est la troisième solution, troisième roue du carrosse. Donc en premier, les consos, avec des réductions, en magasin ou sur l'application Phoenix. En deuxième, les assos avec du don alimentaire, et on a décrit un peu le modèle. Et puis à la fin du fin, si jamais les produits, les palettes en question ont intéressé ni des consommateurs ni des associations, on se dit, il y a encore une étape ultime avant de la mettre à la poubelle, c'est de proposer à un centre équestre, une SPA, un refuge de chiens et chats, un parc animalier, un zoo. Et donc on donne ces invendus à ce type de récepteurs. Et donc en fait, pareil, même principe. Le directeur ou la directrice du zoo vient récupérer la viande avariée du Leclerc, vient récupérer les tomates pour le donner aux sangliers, aux cochons, aux animaux. Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'arrivez pas, vous, à refourguer, vous prenez, et puis en fait, il y a un problème de date, de machin, qu'est-ce que vous en faites, vous? Oui, ça arrive qu'on ait des produits super atypiques. Typiquement, ou alors on a des quantités astronomiques. Par exemple, évidemment, en 2020-2021, tu peux imaginer qu'on a eu des semi-remorques entiers de gel hydroalcoolique. Ah oui. Au déconfinement, quoi. Et de masques. Tu vois, tout le monde avait surstocké des masques en pensant que ça allait durer 3 ans, quoi. Et donc, une fois que t'as repassé 50 semi-remorques de gel et de... Ah, t'as eu des trucs comme ça? Après, une fois, t'as saturé le marché. Donc, il y a des gens qui ont des besoins, évidemment. Et puis après, on en a envoyé jusqu'à Madagascar, on en a envoyé ça va loin, hein. Ça va loin, l'écoulement. Mais bon, voilà. Soit t'as des produits trop atypiques, trop bizarres, soit t'as des quantités trop énormes. Là aussi, pareil, la semaine dernière, on a eu 70 palettes d'avocats en direct de Rungis. On a fait 90 palettes de tomates. C'est des trucs qu'il faut aller vite en plus. Ouais, il faut aller vite. C'est des produits qui sont fragiles, il faut aller vite. Et donc parfois, tu as un problème de matching, de rencontre entre l'offre et la demande. Mais c'est le métier de Phoenix, de savoir trouver
sur tes 80 palettes, sur tes 10 camions, lequel tu vas envoyer à quel assaut, quel jour, parce que le lendemain, elle a un atelier petit déjeuner, ou le lendemain, elle a une redistribution avec 300 personnes. Vous êtes rentable aujourd'hui? Oui. Ça a été un gros boulot des 2 dernières années. Parce que comme beaucoup, on a quand même eu un moment, on s'est senti pousser des ailes. Et donc avec l'aide de BNP, on a fait aussi des levées de financement, des levées de fonds, pour grossir et pour se déployer. Et puis après, on a serré un peu la vis en se disant, attends, en fait, on va faire une boîte rentable, qui croit, une boîte à taille humaine, qui croit à un rythme sain, normal. Et c'est plus aussi, c'est presque quelque part, c'est beaucoup plus raccord avec notre ADN, notre état d'esprit. Quand tu es une boîte à impact, tu peux pas non plus être toujours dans l'hypercroissance, même s'il y a quand même ce truc de se dire, le sujet qu'on porte, il est tellement important, la lutte contre le gaspillage alimentaire, booster le pouvoir d'achat face à l'inflation pour les consos, et lutter contre la précarité alimentaire, que tu te dis, en fait, ça commande qu'on soit ambitieux, ça commande qu'on ait besoin de créer l'équivalent d'un Veolia. Tu vois, il n'y a pas de raison qu'on soit tout petit à faire 20 millions quand Veolia ou Suez font 40 milliards. Donc, si on veut vraiment devenir une alternative et dire, en fait, il faut renverser le rapport de force et se dire que la seconde vie est la norme et la poubelle est l'exception, il faut qu'on devienne une grosse boîte. Donc, à un moment, on s'est senti un peu pousser des ailes en se disant, de toute façon, plus on fait de chiffre d'affaires, plus il y a de repas redistribués et les intérêts sont alignés. Et puis après, comme tout le monde, on est revenu à la raison en se disant, attends, déjà, si on fait une belle boîte, une belle PME rentable qui crée 200, 300 emplois, qui arrive à faire 30, 40, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui dégage de la marge de manière raisonnable, ça sera déjà une belle réussite. Donc on est sur ce track-là. T'es pas le plus gros salaire de la boîte? Non. En tant que patron? Non. Comment ça se fait? Bah tu vois, je suis même pas au salaire qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Donc à 40 piges, j'ai toujours pas le salaire que j'avais à 24 ans. Mais c'est ce qui est quelque part une absurdité. T'avais un salaire hors norme à 24 ans aussi. Ouais. Mais je sais pourquoi je le fais, ça m'apporte beaucoup d'autres satisfactions. Et non, dans la boîte, donc pourquoi j'ai pas le plus gros salaire? Parce que oui, on est une entreprise, mais c'était important aussi pour BNP Paribas qu'on garde cette cohérence de dire on est une boîte, mais on fait du business autrement. Et donc on a encadré les salaires de 0 à 10 dans la boîte, entre le plus bas salaire, qui est celui d'un chauffeur-livreur, d'un Jafar qu'on va voir, je pense, dans la vidéo, et le mien, quoi. Mais ou le mien ou celui de la directrice commerciale, en l'occurrence, qui est le plus gros salaire de l'entreprise. Et donc on voulait plus, tu sais, t'as des boîtes où t'as des rapports de force de 1 à 10 000, et ça on se dit, c'est pas le monde de 2024, 2025. Tu peux pas t'asseoir à la table d'un salarié et dire, bah je vaux 1000 fois plus que toi, 10 000 fois plus que toi, c'est pas... T'as des enfants? Ouais, 2. Tu as quel âge maintenant? 40? 41 même. 41? Ouais. T'as 2 enfants et ta femme travaille avec toi ou rien à voir? Non, elle travaille pas avec moi. Ma femme travaille pas avec moi, elle travaille. Mais on n'est pas... Non, je pense pas que j'aurais pu. J'ai un frère qui a monté une boîte avec sa femme et ça a marché. Moi, j'aurais pas pu. Pas intéressé. On va faire rentrer... je rigole parce que je pense que c'est source d'engueulade infinie. Ouais, déjà, les enfants... Il y en a déjà suffisamment pour rajouter celle du boulot. On va faire rentrer Sébastien, donc du coup, maintenant, pour montrer des images. Il a suivi Jafar, qui est livreur chez toi. Il l'a suivi sur des livraisons pour montrer, parce que en parler, c'est cool, mais voir les images, c'est mieux. On regarde les images et Sébastien sera avec nous juste après. Là, ce que je vais faire, je vais leur laisser 2 bacs vides, je vais récupérer 2 bacs pleins. Et ça sera pour la prochaine fois. Et le but, c'est d'avoir quoi, là? Bah là, ils vont me donner des dons. Donc, dans les bacs, ils vont me donner des dons. Ça, je les laisse pour vendredi, comme je passe 2 fois par semaine ici. Donc, je leur laisse des bacs vides qui vont remplir. On va là-bas Ouais, on va les mettre direct là-bas avec le truc. Ok, y a pas de souci. On y va. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils me mettent dans les bacs, mais c'est du frais. Il peut y avoir de la viande, des sandwichs, des salades, là, comme tu vois. Mais c'est des produits du jour. Tout ce qu'ils vont pas vendre aujourd'hui, je vais le récupérer. Tout ce qui est frais. En sec, ils peuvent me donner 1 mois derrière. Le sec, ça craint pas. Mais le frais, c'est interdit de me donner des dates d'hier, par exemple. Tout ce qui est viande, poisson, tout ça, c'est interdit. T'as toujours fait de l'associatif? T'as toujours travaillé dans la Non, je l'ai fait à partir du moment où moi j'ai été en galère, j'ai eu une galère, et c'est après que j'ai voulu m'occuper des gens, parce que je comprends leur situation, parce que moi je l'ai vécu, donc je la comprends vraiment leur situation. Donc j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est d'aider les autres. Tu peux nous parler de tes galères? Ouais, je me suis retrouvé un peu SDF pendant 5-6 mois, donc c'est ça qui m'a
Vous savez, ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je pensais pas que ça allait m'arriver, et ça m'est arrivé, quoi. Salut, ça va? Vous savez, il y a d'autres chauffeurs qui passent, c'est des sous-traitants qui travaillent pour nous, parce qu'on passe 2 ou 3 fois dans ce magasin. Moi, je suis un peu maniaque, j'aime bien travailler avec mes bacs. Donc, je leur laisse leur bac et moi, je prends mes bacs. Donc, je transvase, je vais faire de l'avion. C'est une consommation qui doit se faire dans les prochains jours, quoi. Ouais, voilà, ça va se faire aujourd'hui. Disons que ça va être distribué aujourd'hui, ça. Là où on va à l'association, je vais les déposer, ils vont les trier. Et à partir de 14h, il y a plein de bénéficiaires qui vont arriver et ils vont les redistribuer. Qu'est-ce qu'il a de mieux de boulot qu'un autre boulot que tu as pu faire avant? C'est quoi la particularité? Je sais pas, déjà là, c'est d'aider les autres, quoi. C'est d'aider les gens, c'est ça qui est bien. Moi, je sais que je sers à quelque chose quand je me lève le matin. Donc là, je vais vider les caisses, je vais les emmener là. Ils vont les vider, ils vont les trier. Voilà. Salut. Bonjour, Salut, ça va? On fait le tri selon les dates. Les bonnes dates, on les met dedans pour distribuer. Par contre, les restes, on met dans la caisse ici, on les met dans le frigo. Et à la fin de la journée, les bénévoles, si elles veulent, ils peuvent prendre. C'est important d'avoir un gars comme Jafar qui fait les livraisons, il est sympa. Il est vraiment sympa. Et puis lui, il arrive à l'heure. Les jours où Jafar n'est pas là, nous on pleure. Si on voit Jafar, quand Jafar est là, entre 11h midi, lui il est déjà là. Elle est de retour, voilà, vous avez vu les images, comme ça on a pu voir un peu Jafar qui travaille, donc du coup pour toi qu'on embrasse, merci encore d'avoir pris le temps Jafar. Seb, toi t'es là avec lui? Ouais, salut Jean déjà. Ça va Seb? Ça va. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette matinée de livraison où tu les as accompagnés? Nous on est arrivés à la fin de la matinée de livraison. Donc, oui je dis matinée, mais matinée pour nous c'est 11h. Non, 11h45. Ah, il était 10h quand on est arrivé, c'était les 2 dernières livraisons de la journée pour Jafar. Et il commence très tôt, il est hyper millimétré. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde nous dira quand on va dans les associations, c'est Jafar, il est là, il est ponctuel, ça bouge pas, il vient, il prend son café. C'était vraiment hyper bonne ambiance et puis ouais, on l'a vu dans la vidéo, c'est quelqu'un d'assez jovial, il est très proche avec tous les gens chez qui il livre, donc c'était hyper sympa. On allait filmer après Abderrezak Ben Salem. Ouais. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas avec la caméra? Qu'est-ce que tu as pu filmer? Alors, on est allé filmer Génération 77, qui est une association qui est un peu la référente de la région. On a vu des stocks déjà, et je pensais pas voir des stocks comme ça de ma vie. C'était, je sais pas si tu vois un peu quand tu vas récupérer des meubles dans les arrières, tu vois, les arrières-bases de grands vendeurs de meubles, Rama, But, tout ce que tu veux. C'est gigantesque, ça touche le plafond. Là, c'est ça. Mais c'est des produits invendus, ou c'est des stocks qui ne sont pas... on peut pas les mettre sur le commerce parce que... Abîmés. Voilà, ils ont une petite particularité. Là, il y avait des tomates en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu. Ils ont reçu je ne sais combien de caisses de tomates qui touchaient le plafond. Et il y a des palettes qui se soulèvent de tous les côtés. C'est une usine. Et ça fournit un peu tout le 77, je crois d'ailleurs, toute la région, tout le département. C'était complètement impressionnant. Et on a basculé après dans l'associatif avec l'épicerie solidaire. Toi, tu connais tous les présidents des assos, tu vas les rencontrer, Jean, ou pas du tout? Ouais, part of my job, comme on dit. Mais en tout cas, au tout début, je les connaissais tous. On avait des relations intuitives, personnelles assez fortes. Après, plus ça grossit, plus tu... Il m'a sorti de l'anglais, du latin et du français dans la même phrase. Il manque du grec ancien. Bonjour Camaro. Et l'espéranto. Mais oui, je les connais. Mais après, plus ça grossit, moi, aujourd'hui, on bosse avec 3000 associations partenaires, donc je les connais pas tous. Dernière question avant de voir les images d'Abderrezak. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur le tournage? Est-ce que tu as vu les gens? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Il y a 2 choses. C'est une chose d'aider en épicerie solidaire et de voir ou d'accompagner des maraudes, mais c'est autre chose de voir des gens qui sont filmés et qui viennent récupérer des produits qui coûtent pas très cher parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en supermarché et qui veulent quand même que leurs enfants les voient faire des courses. C'est ça ce que nous disait Abderrezak justement, c'était que c'est très touchant. Il y a une dame qui a témoigné du coup à visage découvert, qui a accepté, qu'on va voir dans les images. C'est très particulier parce qu'elle t'explique concrètement que si elle n'avait pas cette épicerie solidaire, elle ne pourrait pas faire de courses et avoir tous les produits. Il y a plein de produits en plus différents. C'est pas que des produits bas de gamme. Il peut y avoir des jus de fruits innocents qui est la marque un petit peu tendance dans tous les supermarchés.
comme des bonnes qualités de beurre ou de poisson. Et ça, c'est, je pense, la grosse plus-value d'épicerie solidaire comme celle-là, quoi. Merci d'y être allé, en tout cas. Avec plaisir. Il a dû se lever tôt. C'est une blague parce qu'on disait tout à l'heure, fin de matinée. Merci. Avec plaisir. D'être allé. On regarde Abderrezak, justement, qui gère Génération 77. Donc moi, c'est Abderrezak Ben Salam. Moi, je suis le directeur général de l'association Génération 77. Qui porte donc ce dispositif d'épicerie sociale et solidaire et d'associations caritatives sur l'ensemble de l'Île-de-France. Plus précisément, vraiment sur le tas, c'est quoi Génération 77 ? C'est une association qui œuvre à la fois dans le champ de la lutte anti-gaspi, à partir de ce qu'on sauve auprès des grandes et moyennes surfaces, mais aussi des industriels de l'agroalimentaire, pour les redistribuer in fine aux personnes en difficulté économique via une épicerie sociale et solidaire et un réseau d'épiceries sociales et solidaires, mais aussi à des personnes dites en précarité alimentaire. Phoenix, ils apportent quelle quantité ? Oui, via Phoenix, en fait, on a des ramasses régulières au sein de grandes et moyennes surfaces qu'on appelle des GMS. On va dire que mis à côté de ce qu'on peut avoir, ils ont une plateforme où on peut répondre, où il y a des offres de dons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça tombe bien puisque ce matin, on a reçu 10 palettes de tomates cerises de la part de Phoenix, justement. Des super belles tomates. Et du coup, on va dire en moyenne, par mois, je pense que oui, on parle en tonnes. Oui, Phoenix, il doit être autour de 30% de nos sources. Enfin voilà, c'est via Phoenix qu'on arrive à avoir environ, je dirais 30% de nos sources d'approvisionnement en tonnage. On peut aller sur des produits, par exemple des légumineuses. Là, typiquement, vous voyez, nous, on fait double affichage. En magasin, le prix constaté, c'est autour des 2 €. Et ici, on demande une participation de 60 centimes. Donc, on est un petit peu en dessous des 30%, par exemple, sur ces produits-là. J'ai acheté déjà ça. Ici, c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Au magasin, on n'a pas la possibilité d'acheter, ça coûte beaucoup plus. J'ai acheté aussi des gâteaux pour mon fils pour le ramener à l'école. Ça fait partie du quotidien déjà. Et des petits yaourts liquides aussi. Des yaourts comme ça aussi. Pourquoi vous allez directement sur les produits frais ? Parce qu'après, il n'y a pas. Il y a pas beaucoup de quantité, c'est pour ça. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est le plus cher en supermarché normal ? Oui, il y a du plus cher en supermarché. Et vous il y a venez du bonne qualité en plus. Vous venez ici tous les mercredis. Et pourquoi ici ? Parce que c'est moins cher. Il y a des qualités. Et c'est super. Ça fait longtemps que vous venez ici ? Oui, ça fait à peu près 12 ans déjà. Comment vous avez entendu parler de cet endroit ? J'ai passé un peu de difficultés financières et je suis allée chercher une assistante sociale. C'est elle qui m'avait indiqué de venir ici, que c'était moins cher et que ça nous permet aussi d'acheter les choses qu'on a besoin. C'est important le contact, c'est important ce lieu ? Oui, ça aide beaucoup les gens qui sont en des difficultés. Vraiment. Allez, de retour, voilà, avec Abderrezak. Merci à lui, encore. On l'embrasse et merci pour tout ce que toutes les épiceries solidaires font, même voilà, avec toi. Bravo pour ce que vous faites. Juste pour terminer, pour parler chiffres rapidement, il y a combien de personnes qui utilisent et qui ont téléchargé, parce que c'est une application Phoenix, je vous l'ai dit, dispo dans l'app, si vous l'avez téléchargé. Il y a combien de personnes qui utilisent ? C'est une application gratuite. Il y a un Français sur 10, donc on a 6 millions de téléchargements. Donc c'est pas mal, ça fait. Mais c'est pas assez connu. C'est pas assez connu, donc il faut qu'on continue à m'attraquer. Phoenix, contactez-la. Ouais. Et après, les bénéficiaires, après, on sauve 400 millions de repas. 400 millions cumulés depuis 2014. Et là, cette année, c'est 70 millions de repas sauvés de la poubelle. Waouh, bravo. Donc. T'imagines tout ce qu'on jette, c'est incroyable. Bah ouais, en gros, c'est le plus gros du gaspillage, il est chez les consommateurs. Dans les fonds de frigo, les ovnis au fond des placards, les boîtes de conserve cabossées, les trucs, les vieilles boîtes de céréales des gamins. Et ça, c'est quasiment 130 kilos par habitant et par an. C'est énorme. C'est l'équivalent de 3-4 gros caddies, tu vois. C'est beaucoup. Vous allez à l'étranger, vous y êtes déjà ou pas ? Ouais, alors sur les 20 millions de chiffres d'affaires, on en fait 1,5 à l'étranger. Notamment, on a commencé par l'Espagne, le Portugal, parce qu'il y a un peu les mêmes besoins, à la fois côté grands magasins et côté associatif. Il y a la Banque alimentaire, le Secours catholique, tous ces gens-là sont assez présents dans ces pays-là. Donc c'est un peu notre zone de confort. Et on a un pied en Belgique et en Italie aussi. Mais bon, c'est le début. Tu veux développer plus ça ? Ouais, là on regarde en tout cas. Moi j'ai pas pour l'instant l'ambition d'aller aux US, faire une maxi licorne, etc. Mais par contre faire une belle boîte française
leader au niveau européen sur l'anti-gaspillage alimentaire et l'économie circulaire et la gestion des ressources, ça c'est clair, on va y aller. En prenant notre temps, on ne va pas brûler les étapes, mais déjà transformer l'essai en Espagne et au Portugal et ensuite continuer à exporter le truc. Je vous mets le lien si ça vous intéresse aussi, même pour aller vous renseigner. Vous pouvez cliquer dans la description si ça vous intéresse, d'aller voir la BNP, pareil, pour qui vous aide. Il faut savoir qu'ils font ça. Moi, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. BNP Paribas, c'est une banque. Ouais. Donc, je ne savais pas qu'ils aidaient autant, qu'ils s'accompagnaient, qu'ils pouvaient même rentrer dans le capital, des fonds et tout, qu'ils s'accompagnent autant. Si, nous, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont bien aidés. Et pour le coup, c'est un nom, BNP Paribas, c'est un nom qui rassure. Même par rapport à des fonds d'investissement classiques, c'est un nom qui fait plus institutionnel, plus ancré, plus solide. Donc, pour nos clients à nous, qui sont des gros industriels, Danone, des Leclerc, des Franprix, des Intermarchés, c'est bien d'avoir un partenaire bancaire, c'est un gage de solidité. Et puis c'est une banque qui est une banque française leader au niveau européen, et donc ça nous aide nous en Espagne, ça nous aide en Italie, ça nous aide en Belgique, sur tous les marchés où ils sont présents. Et donc effectivement, ils ont aussi pris une part au capital, et donc maintenant ils sont dans l'aventure Phoenix en tant que partenaire stratégique. Ils nous aident sur ouvrir des relations commerciales, sur la vision, etc. Donc ils sont assez engagés. Et sans eux, on n'en serait pas là, ça c'est sûr. Tu les as toutes les semaines au téléphone? C'est comment l'accompagnement, pour comprendre? Ils sont assez impliqués, ça c'est clair, et c'est ce qu'on leur demande, quoi. Enfin, c'est pas un truc subi, c'est très bien. Et par contre, c'est pas toutes les semaines, c'est une fois par mois, disons. Et après, on les voit 3 heures tous les 3 mois, tous les trimestres, pour ce qu'on appelle le conseil d'administration de Phoenix, où chaque fin de trimestre, on fait le bilan, les chiffres, l'impact, les priorités du semestre d'après. Et ça, ils sont là, ils sont engagés. Et je salue Laura et Marilyn qui nous aident beaucoup. Est-ce que tu es de la famille de Jeanne Moreau? Non. Tu s'appelle Jean Moreau. Et tu m'as fait une blague tout à l'heure, mais je t'ai pas demandé, mais je sais que ça va arriver dans les commentaires, donc je préfère te poser la question, sinon il y aurait une frustration. J'aurais aimé, j'aurais adoré être le fils d'une actrice de cette qualité-là, mais non, pas de... Je sais même pas si mes parents ont fait exprès. Pour l'instant, on est juste en conflit sur Google, quand on tape... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je... Pour l'instant, elle m'éclate en SEO, mais... En référencement sur Internet, quand on tape ton nom. Mais j'ai pas encore perdu espoir de lui passer devant. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Guillaume, merci beaucoup. Voilà pour Phoenix. On va passer maintenant à la dernière. Vous allez voir Cumulus. Je vous en avais parlé au début de ce reportage. C'est assez fou. Cumulus, c'est un gars qui a une idée géniale. C'est de mettre une machine qui permet d'aller chercher l'eau dans l'air, de prendre l'eau dans l'air petit à petit dans la journée et de sortir 30 litres d'eau par machine, 30 litres d'eau potable avec des filtres à l'intérieur, etc. Donc, dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y en a même pas du tout parfois à certains endroits, même dans le désert par exemple, vous pouvez avoir comme ça une source. Il faut juste une prise de courant, mais ça peut être lié par exemple à des panneaux solaires, c'est ce qu'il nous expliquait, donc c'est vraiment une super idée. On va le suivre, on va le rencontrer. D'ailleurs, Sébastien, t'es parti en Tunisie, on le disait tout à l'heure. Ouais. Juste, la machine, elle fait quelle taille à peu près? La machine, elle fait 1 mètre de haut pour 1 mètre de large. Ça fait un petit tour de cube un petit peu avec une fontaine devant. Assez simple d'utilisation puisqu'il y a 2 boutons pour que tout le monde puisse l'utiliser. Pas besoin de savoir parler une langue particulière, c'est vraiment un bouton pour appuyer pour qu'elle coule. Eh ben c'est parti, regardez Cumulus, on y va. Bonjour Yeb. Bonjour. Tu t'appelles Yeb Triki. Yeb Triki. Tu as lancé une société qui est hyper intelligente. Je suis très content de t'avoir. Franchement, quand on a appris que ça existait, on était un peu limite dubitatif. On dit, mais attends, ça existe vraiment. Tu as inventé une machine qui va prendre en fait l'eau de l'air. Tu me dis si je me trompe, etc. Un peu finalement comme une climatisation va le faire. C'est-à-dire qu'on enlève l'eau de l'air et va rejeter l'eau, sauf que toi, tu vas la passer dans des filtres, tu vas la minéraliser, etc. Et à la fin, elle va arriver sur un robinet, ça va être de l'eau potable. Et comme ça, on peut avoir de l'eau potable, même sans source d'eau, dans des pays où il n'y a pas assez d'eau. Et on voit bien que c'est un problème qui est en train même de remonter vers le nord en ce moment. Ouais, exactement. Et merci encore pour l'invitation. Je pense que finalement, quand on en parle, on se rend compte que c'est quelque chose de pas si innovant que ça. Il faut juste regarder la nature, observer et après essayer de répliquer ce qui se passe dans la nature. Et donc, il y a 2 choses qui se passent dans la nature autour de nous. C'est la condensation, la rosée du matin, qu'on voit dans les climatiseurs, mais aussi la dessiccation, les petites gélules d'eau, les petites gélules qu'on met dans les valises pour absorber avec un dé l'humidité qui est dedans. Et ces 2 phénomènes, si on les réplique, on peut créer de l'eau à partir de l'air. Et toi, tu as parlé de pays où il n'y a pas d'eau, mais il y a des régions dans un pays où il y a beaucoup d'eau, des régions comme le Var en France, dans le sud, les Pyrénées-Orientales. On pense que la France a beaucoup d'eau, mais il y a des régions en France où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et après, dans la même région, il y a des périodes où ça devient très très sec. Et c'est là que être capable de jouer ou jongler avec les 2 technologies, c'est une capacité, une force de Cumulus. Effectivement, même en France, tu l'as dit, dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, etc., on ne peut plus remplir ses piscines. Ouais. Les douches, ils demandent à tout le monde d'être en
en restriction au maximum, parce que après, c'est même un problème pour... Bon, les pompiers sont prioritaires, évidemment, mais il n'y aura plus assez d'eau peut-être un jour si ça continue d'augmenter. Alors, on est allé en Tunisie pour voir tes machines fonctionner dans une école, parce que c'est... En fait, toi, tu es entrepreneur, on va expliquer, tu as un parcours très brillant, tu as fait Berkeley, hein, c'est ça, mais tu as voulu faire du business parce que tu es entrepreneur, mais tu as voulu faire du business avec du fond, finalement, que ça puisse aider les gens et les autres. À un certain moment, je voulais pousser un peu plus ce côté having a purpose dans ma vie, et c'est pour ça, entre autres, que j'ai voulu entreprendre. Ça, c'est important. On peut, avec la technologie Cumulus, résoudre un problème vital qui est celui de l'eau, dès les premières heures, en rajoutant des panneaux photovoltaïques, et bam, on a de l'eau. On va expliquer comment après la BNP t'a aidé, parce que c'est le principe aussi avec tout leur système où ils accompagnent les entrepreneurs, et pas que financièrement, ils vous accompagnent même sur la structuration, sur tout ça, de manière hyper présente d'ailleurs. Juste, combien ça coûte une machine? Combien ça fait d'eau par jour? Comment ça marche? Vous avez 100 personnes à servir, vous installez 3-4 machines dans des endroits un peu éparpillés, et du coup ça évite la concentration, le fait que tout le monde vienne au même endroit. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on a installé dans des écoles, mais on a installé aussi dans des bureaux, dans des usines. Et donc l'ambassade du UK nous a approchés à un certain moment en nous disant on veut avoir des actions RSE, et on sait qu'il y a des régions en Tunisie qui n'ont pas accès à l'eau. Et donc, du coup, il y a un problème qui est l'accès à l'eau, c'est vital. Mais un deuxième problème sous-jacent, c'est un problème d'éducation des élèves, parce qu'il y a des élèves qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas accès à une bonne source d'eau, et donc ils ne viennent pas à l'école. Et ça a un autre objectif, c'est l'équité sociale, finalement, parce que on n'a pas accès à l'eau, on tombe malade, on ne va pas à l'école, on ne réussit pas dans son école, et du coup, on n'a pas accès à l'échelle sociale, disons. Et donc, du coup, ils nous ont donné un budget, on a choisi des écoles ensemble, il y en avait 5. L'école que vous avez vue, c'est celle qui est la moins choquante. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé un peu plus loin, parce que plus loin, c'est 7 heures de route, et c'est des écoles où il n'y a pas de mur, c'est vraiment choquant. Oui, et puis l'eau coule jaune, quoi. Ils ne peuvent pas du tout la boire, voilà, ils sont très malades. Voilà. C'est horrible parce que, en fait, l'eau à laquelle ils ont accès, quand tu te douches avec, tu dois te redoucher derrière, et ils le font avec une bouteille d'eau minérale. T'imagines, quand tu es hyper pauvre, tu gagnes quoi, 3 € par jour, et sur les 3 € par jour, tu en prends 1 € pour la boisson. Donc tu es pauvre, et tu payes l'eau hyper cher, et tu dois te doucher avec en plus, t'imagines. Et donc du coup, dans ces zones-là, nous, on est arrivés, on a installé les machines, et avec ces machines-là et avec cette donation-là, on est en train de fournir de l'eau à ces élèves. Vous allez voir dans le tournage, ils avaient l'habitude, et encore une fois, je souligne ça, cette école-là, elle est la moins choquante parmi les écoles. C'est pas la plus pauvre, tu veux dire, des écoles? Pas la plus pauvre, c'est pas la plus choquante. Les élèves, ce qu'ils faisaient avant, et tout le village, ils attendaient un camion-citerne géré par du privé, donc c'est même pas l'État qui fait ça, et du coup, ils attendent l'arrivée de ce camion-citerne, ils arrivent avec leur bidon, ils remplissent l'eau, ils la mettent dans la maison. Et donc là, il y a un sujet de conservation d'eau, parce que dès 2-3 jours, dans le bidon, c'est plus de l'eau potable. Et après, ils ramènent de l'eau dans des bouteilles qu'ils ont remplies chez eux, ils les ramènent à l'école, et ils en boivent pendant qu'ils sont en train de prendre leur cours. Et donc, t'as oublié ta gourde, t'as oublié ta bouteille, t'as plus d'eau, tu dois demander à ton voisin, qui est aussi pauvre que toi, il veut te donner, il veut pas te donner. Tu vois, c'est un sujet. C'est tout un sujet, c'est tout un cycle, et des chaînes sociales qui ont réussi, on essaye de les débloquer, to unlock them. Une machine, combien ça coûte? Ouais, pour revenir à la question. Donc une machine, elle fournit une seule machine, c'est 30 litres d'eau par jour à peu près. 30 litres d'eau par jour, c'est entre 2 000 et 3 000 € par an en termes de coûts qu'elle remplace en termes de bouteilles d'eau. Et donc du coup, une machine, on la vend à entre 4 500 et 5 500 €. Et après, il y a le coût de la maintenance auquel on tient. Parce que une des théories, des thèses de Cumulus, c'est que si on veut faire de la RSE, il ne suffit pas d'installer la machine ou de creuser un puits. RSE, c'est rendre plus RSE, c'est responsabilité sociale et sociétale et environnementale de l'entreprise. Si on veut le faire, il ne suffit pas d'installer le CAPEX ou la machine ou le puits, mais il faut faire dans la continuité la gestion de ce puits-là. Parce que la Banque mondiale a fait une étude qui a démontré que 80% des donations n'existent plus à partir de la 3e à 4e année de la donation. Parce que, encore une fois, tu creuses un puits, si tu ne le maintiens pas, 4 ans après... Il est plus utilisable. Ouais. Et ce que j'adore dans ce qu'on fait, c'est qu'on vulgarise le plus possible la chose.
C'est-à-dire que quelqu'un qui voit la machine, finalement, il appuie sur un bouton, il a de l'eau qui en sort. C'est un vrai robinet d'eau n'importe où. Et ça vaut combien, tu dis, une machine? 4 500 à 5 500 euros. On va faire rentrer Sébastien, si tu veux bien. Ouais. Sébastien qui est parti avec 2 autres personnes de l'équipe, Thibaut et Benjamin. Ils ont pris les caméras, ils sont allés... vraiment, ils ont fait un aller-retour express en Tunisie pendant 3 jours pour aller jusqu'à Kérouan, donc qui est au milieu de la Tunisie, pour montrer comment ça s'est passé, pour les filmer vraiment en action. On va faire rentrer Sébastien. Ça y est, Sébastien vient de rentrer. Ouais. T'as fait un aller-retour express. C'était 2 jours là-bas, ouais. T'arrives à Tunis. On arrive à Tunis. Vous arrivez à 3. Donc la BNP a organisé le truc. Merci d'ailleurs pour l'hôtel, apparemment kiffant. Ouais. Vous prenez une voiture et vous partez jusqu'à Kérouan. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kérouan? Alors on n'était pas exactement à Kérouan, on est passé près de Kérouan et on est allé un peu plus loin, à peu près 40 minutes de là où on était, dans une petite ville. J'ai pas envie d'écorcher le nom, si tu peux le dire toi peut-être. Haj Blayoun. Voilà. Et une ville où en fait on se rend compte aussi que ça fait un petit peu comme une ville de province chez nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de grandes infrastructures, c'est plus petit. Et on est allé visiter une école justement qui était là-bas. À Ajeb El Ayoun. Voilà. Voilà. La prononciation n'est pas la même. Ajeb Le Hayon, on aurait pu dire, même on rigolait avant, parce que pour pas que je l'écorche, j'ai préféré le dire. Donc ville plus à taille humaine. Et on est allé directement à l'école. En fait, on n'a pas pris le temps de visiter la ville. On était plus là pour le tournage. J'ai rencontré un petit peu les élèves de l'école, le directeur de l'école et tout ça. Donc on est allé directement là-bas, on a sorti le matériel et quand on est arrivé, il y avait une voiture, je crois que Yeb en parlait un peu plus tôt, mais une sorte de voiture avec un réservoir d'eau dessus, comme ça se faisait à l'époque en fait, où les gens venaient près de la voiture ou près des camions pour se recharger en eau, quoi. En Tunisie, les ressources d'eau, on a noté, représentent 420 mètres cubes par an par habitant. Le seuil de pénurie s'est fixé à 500, donc c'est en dessous du seuil de pénurie. Et celui qui s'appelle le stress hydrique, quand ça commence à être un peu tendu, c'est à 1000, donc là ils sont à 420, donc c'est vraiment, il y a très très peu d'eau. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as remarqué dans l'école? Très pauvre, pas beaucoup de moyens, tu disais. Et encore, il disait, tout à l'heure, tu racontais que c'était une école qui avait plus de moyens que d'autres, à 7 heures de route encore. C'est les meilleurs qu'on avait choisi. Ouais, parce qu'il y en a qui se trouvent en montagne, tu m'avais dit aussi, je me rappelle. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les enfants étaient très très contents de nous voir, mais je pense que dans les images, ça se voit aussi. Et on a été très bien accueillis. Ça se voit pas dans les images, mais j'ai filmé avec mon téléphone, on a été accueillis avec les dames de l'école, les professeurs, qui nous ont servi de l'huile d'olive avec un fond de miel. Voilà, on a été accueillis un peu comme des rois. Je connaissais pas le mélange huile d'olive-miel, donc j'en parle, c'est l'occasion. Et après, on a commencé à tourner. On a vu que les enfants savaient utiliser les machines. Enfin, ils se mettaient tous en rang et puis ils savaient appuyer sur le bouton pour faire couler l'eau, qu'ils avaient vraiment leur habitude avec leur petite gourde chacun. Et même que les directeurs et le personnel aussi utilisaient les machines. Et qu'il y avait une machine que les enfants osaient pas aller utiliser parce qu'elle était proche du bureau de la direction. Donc ils avaient 2 autres machines et les gamins osaient pas trop. Donc c'était une machine où il y avait souvent de l'eau par rapport aux autres qui étaient plus vidées, quoi. Il y a un écran tactile dessus, oui. Vous allez voir, et en fait c'est une machine blanche, qui est de cette taille-là à peu près, qui doit faire 70 cm de large, là, à peu près. Et donc toi tu vois, il y a le taux de remplissage. Qu'est-ce qui a marqué? T'as le pourcentage d'eau qui reste dans la machine. Comme elle se refile en permanence, elle se recharge. C'est vrai que si tu l'utilises à fond toute la journée et qu'il n'y a plus d'eau, il faudra du temps pour qu'elle se recharge, mais au fur et à mesure, chaque heure, tu vas pouvoir avoir, toutes les 2 heures, tu vas avoir 1,5 litre qui va se rajouter, en fait. Donc ça va se recharger au fur et à mesure. Si les élèves partent en classe, ils ressortent, il y a plus d'eau dans la machine que quand ils sont partis. Ouais, d'accord. C'est 30 litres dans la machine, tu disais. Oui, c'est 30 litres qui sont produits et c'est 1 à 2 heures, c'est 1 heure par litre à peu près. Il y en a des plus grosses après, tu disais, pour des maillottes, s'il y a des gros soucis. Nous sommes en train de travailler sur ça, on appelle ça le Titan. On veut aller à 3000 litres par jour. Et là, ça sera un conteneur, boum, tu l'installes, tu déploies des panneaux photovoltaïques et ça peut être auto-générateur. Il n'y a même pas de prise de courant, rien. Ça, c'est l'objectif. Pour être vraiment en totale autonomie. C'est vrai que tu te retrouves à Mayotte, ou alors tu mets des groupes électrogènes à côté, quoi. Il y en a. L'électricité n'a jamais été un problème, ou de moins en moins un problème aujourd'hui. Groupe électrogène, batterie plus panneaux, tu peux le faire. Le problème aujourd'hui en termes de techno, c'est la création d'eau. Et c'est là où on est allé. Après, on peut plugger facilement des panneaux photovoltaïques. Tu as vu la vidéo peut-être où on a créé de l'eau en plein milieu du désert avec des panneaux photovoltaïques. Et là, t'as vraiment rien. T'es dans un campement à 6 heures de route en plein milieu du désert. On a mis des panneaux photovoltaïques et une machine. Et on a créé de l'eau. La question importante, c'est à goûter l'eau. Oui. Parce que Yeb, il ne sera pas forcément bien placé pour le dire. Il est PDG de la boîte. Toi, tu as goûté pour voir ce que ça donnait. J'ai goûté l'eau de toutes les machines qu'on a croisées de pour être sûr que... Dans l'entreprise, à l'école, il y en a 3, donc j'ai goûté l'eau des 3. C'est de l'eau, tout ce qui est plus normal, qui coule du robinet, en fait. Il n'y a pas de goût, quoi. Non, il n'y a aucun goût. Voilà. Il n'y a rien à dire dessus, quoi. En fait, si je peux commenter ça, moi, c'est même en tant que CEO, moi, les premiers tests que j'ai faits, j'en ai donné à mes enfants.
Et je dis pas de test sur eux, c'est-à-dire qu'on a fait les tests nécessaires, j'étais serein. Mon objectif, c'est de créer un produit que j'utilise moi-même aussi. C'est pas respectable, à mon sens, de créer quelque chose qu'on n'utilise pas nous-mêmes. Et donc, du coup, je l'ai donné à mes enfants, au tout début, pour être un peu plus confiant et donner confiance aussi aux clients. Après, on a fait beaucoup de pop-up dans des bars, dans des plages, dans des villages. On faisait goûter l'eau à des milliers de personnes. Pour essayer, et donc, au début, j'avais des doutes, mais maintenant, zéro doute par rapport au goût de notre eau. Et on est passé à une étape d'après. C'est le microplastique, les pesticides qu'on trouve aujourd'hui dans les bouteilles d'eau et dans l'eau du robinet. Bah, je sais que nous, on les a enlevés depuis 12 à 18 mois déjà. C'est-à-dire que l'eau, elle est plus pure que celle du robinet ou en bouteille? C'est ce que Cumulus dit et c'est ce que les analyses disent. Et c'est naturel parce qu'en fait, ton eau vient de l'air. La pollution qu'il y a dans l'air est largement moindre que la pollution que tu peux trouver dans les eaux qui ont passé beaucoup de temps dans les souterrains, et c'est normal. Il y a des reportages qui existent et qui parlent de la mémoire de l'eau, que l'eau est vivante, etc., machin, que si tu parles à l'eau, elle est en meilleure santé, etc., machin, et qu'elle est triste quand tu la mets dans des tuyaux. Est-ce que tu as vu ça? Non, mais c'est hyper intelligent. Oui, on a oui, 70% d'eau. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, j'en ai vu, mais on met pas ça en avant parce que ce n'est pas assez scientifique. On est assez ingénieur. Mais il y a mon côté caché, qui est un côté un peu soufi, que j'aime beaucoup et j'y crois. Pour moi, une eau qui a stagné pendant des journées, ce n'est pas une eau qui est dynamique. L'eau Cumulus, elle est dynamique. Elle a été créée le jour même. T'imagines? Donc c'est une eau c'est comme si ça coulait de source. On regarde les images de Sébastien, qui est parti avec Thibaut et Benjamin, filmé en Tunisie, puis on en parle juste après. On est dans une école primaire qui s'appelle Al-Mabit. C'est dans la région de Kérouan. Donc c'est une école primaire qui n'a pas un accès à l'eau potable. On a installé 4 machines, 4 fontaines d'eau Cumulus où les élèves ils peuvent remplir leur gourde tranquillement. Donc c'est l'entrée principale. On sait combien il y a d'élèves ici ou pas? C'est à peu près 250 élèves. D'accord, ok. 250. De plein d'âges différents? En fait, entre 6 et 12 ans. En fait, une machine Cumulus, elle peut servir entre 40 et 50 élèves. Donc, on a installé 4 machines, c'est à peu près 200 élèves. Quand cette machine fonctionne, c'est combien de litres par jour qu'elle fournit? C'est à peu près une trentaine de litres par jour. Okay. C'est à peu près, chaque élève, il consomme entre 0,4 et 0,5 litres pendant la période où il est à l'école. Donc elle peut servir une machine 50 élèves, à peu près 40-50 élèves. Donc là j'appuie sur on, c'est ça? Oui, tranquillement. Ok, on va essayer. Hein. Et c'est moi qui appuie sur off? Bien sûr. Voilà. Ok, on va la goûter. Effectivement, elle est bonne, très bonne. Elle est bonne. Elle est très bonne, elle est très bonne. C'est de l'eau propre, c'est de l'eau pure. Et ça, normalement, ils n'y ont pas accès concrètement ici, quoi. Complètement. Parce que c'est très sec. Je sais pas si on aura l'occasion de montrer quelques images des lieux, mais c'est très sec comme endroit. Là, on est en janvier quand on tourne. Je pense que c'est la saison la moins sèche aujourd'hui. Mais quand même, on peut produire entre 20 et 30 litres par jour. Quand même, d'accord. Parce que sinon, l'eau qui sort des robinets, elle va être colorée, elle va être... Colorée, c'est jaune, et il y a un goût derrière. Ce qui me choque le plus, c'est que les élèves, ils me disent qu'il n'y a pas de goût dans l'eau Cumulus. Donc, avec l'eau du robinet, il y a la couleur jaune avec un goût amer. Donc, avec l'eau Cumulus, il n'y a pas de goût. Donc, c'est de l'eau propre, pure et safe. Et l'eau qu'ils boivent, normalement, au robinet, à part celle de Cumulus, elle a un goût, mais est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé ou pas? Bien sûr, il y a beaucoup de pesticides, il y a des bactéries, il y a pas il y a toujours de la contamination derrière. Donc il y a des élèves qui viennent pas à l'école. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des infections intestinales à cause de l'eau. Pourquoi vous êtes installé ici? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes installé ici? En fait, jusqu'à aujourd'hui, on a équipé à peu près 12 écoles dans la région de Kérouan parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Il n'y a pas la connexion avec la SONED. Si même il y en a, il n'y a pas la qualité de l'eau propre pour les élèves et safe. Tu peux me montrer un peu les différentes classes, les lieux? En fait, il y a les classes. Ça, c'est le cours. Il y a les blocs sanitaires, en fait. Il y a sciences de sport là-bas. Là, on a vu la machine tout à l'heure. Tu m'as fait goûter de l'eau de la machine. Mais comment ça fonctionne? Parce que là, on voit un appareil avec un bouton on, un bouton off, mais
C'est quoi la technologie pour l'utiliser? En fait, la technologie avec le système de condensation, la machine elle aspire de l'air par cette gorge. Après, on refroidit l'air jusqu'à le point de la rosée. Et après, l'eau collectée, il passe par plusieurs filtres, UV, charbon actif, résine, vraiment pour s'assurer que la qualité de l'eau elle est bonne, sans pesticides, sans bactéries. Et après, la dernière étape, c'est la technologie de pointe, en fait, comment reminéraliser l'eau. On reminéralise l'eau avec des pierres naturelles et avec le système embarqué, on calcule la vitesse de passage de l'eau sur ces pierres pour avoir les sels des minéraux nécessaires. D'accord, et ça, donc ça fait 30 litres par jour? Ça fait 30 litres par jour. C'est quoi l'entretien d'une machine comme celle-là? En fait, nous, on gère la partie maintenance, on change les filtres, il y a plusieurs filtres à l'intérieur et on change le reminéralisateur chaque 2, 3 à 6 mois. Et on fait la maintenance, et on fait aussi les tests d'eau avec des laboratoires partenaires pour s'assurer vraiment que la qualité de l'eau est bonne. C'est quoi la durée de vie d'une machine comme celle-là? C'est 15 ans. Donc voilà, on vient de voir les images qu'on a pu filmer à Kérouane, donc dans l'école à côté. Après, vous êtes parti ailleurs, vous avez filmé à un deuxième endroit, dans une société qui utilise aussi, il n'y a pas que dans les écoles en fait, c'est aussi pour les privés qui peuvent acheter une machine pour avoir de l'eau, par exemple pour les salariés, c'est le cas là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors on est allé rencontrer Yacine, qui fait partie de l'entreprise Coffee-Cab. Et Coffee-Cab, moi j'ai découvert que c'était une multinationale tunisienne qui fait tous les câbles de voiture. C'est le leader mondial du câble automobile. Okay. Voilà, de Volkswagen, de BM, de tout ce que tu veux. Et en fait, on est allé là-bas parce qu'ils ont mis une machine Cumulus dans le hall de l'immeuble pour que les employés puissent venir tous les jours remplir leurs bouteilles d'eau. Ils ont des bouteilles en verre, on va le voir dans les images, mais ils la remplissent, ils l'ont avec eux, ils peuvent les mettre au frais et ils ont de l'eau chaque jour qui se renouvelle. Et comme c'est des entreprises qui sont plantées dans 17 pays, mais des pays où ils risquent de manquer d'eau dans le futur, ça leur permet déjà d'anticiper et peut-être faire ce test-là en Tunisie et de le délocaliser ensuite au Mexique et dans d'autres zones où ça manque un peu d'eau. Ah ouais, c'est un test. Vous avez vendu combien de machines? Il y en a combien dans le monde aujourd'hui? Il y a une centaine. 100 machines, c'est à peu près 3000 à 4000 litres d'eau par jour. C'est à peu près 2000 à 2500 personnes qui boivent notre eau tous les jours. Et donc, la première réaction, les gens pensent que c'est pour les écoles, les villages ou les zones où il n'y a pas d'eau. Mais en réalité, dès que tu vois que les gens consomment de l'eau en bouteille, et que tu leur poses la question pourquoi ils ne filtrent pas l'eau du robinet, ils te disent coupure d'eau ou qualité d'eau très très mauvaise. Donc bouteille d'eau égale remplacement par les machines Cumulus. Et donc à Barcelone, on a installé chez Seat 5 machines, parce qu'à Barcelone, comme le savent... Comme les PO, comme les Pyrénées-Orientales. Exactement. Pas d'eau, plus de douche, coupure d'eau. Donc ils ramènent de l'eau en bonbonne à leurs ouvriers. On a installé aussi en Espagne plusieurs machines, on a installé au Maroc. Et donc là, on va chez des gens qui semblent penser avoir de l'eau, mais en réalité, ils n'ont pas d'eau, ils ont des bouteilles d'eau. Et donc, une machine Cumulus permettrait de réduire... Une machine, c'est 600 kilos de plastique par an, c'est 2 tonnes de CO2 en moins par an. Et donc, tu en installes 10, ça te fait 6 tonnes de plastique par an. Tu l'as lancé quand, cette société? 2021, on a commencé. 2021 Oui. Tu es allé voir la BNP, juste comment ils t'ont aidé? La BNP, on est allé les voir en accélération. C'est-à-dire qu'on a été incubé, le prototype est sorti, on a déployé les premières machines et donc il fallait changer de locaux à un certain moment. On nous a mis en relation avec le Y. C'est quoi le Y? Le Y, c'est l'accélérateur de la BNP. C'est We Are Innovators. Et ils sont au 19 boulevard Poissonnière. Moi, j'ai fait de la finance à un certain moment de la vie. Et ces installations, c'est des produits tech, mais c'est des produits financiers derrière. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est 2000 à 3000 euros par an par machine qui sont remplacés par nos machines. Donc tu remplaces les bouteilles d'eau, c'était un coût de 2000 à 3000 euros. Ah oui, c'est 2000 à 3000 euros d'économie. D'économie. Après. Mais tu achètes la machine à 4500 euros. Et après, tu vas me payer de la maintenance, 600 à 1000 euros par an. Et donc, tu as un ROI, un Return sur Investment. Et donc, du coup, si après, moi, je viens te voir et je te dis, tu dépensais 2000 euros, paye-moi 1000 à 1500 euros pendant 5 ans, tu seras encore plus content. Et donc, du coup, cette structuration financière, tu as besoin d'un partenaire financier. Et c'était la vision de Cumulus. Dès le départ, c'est tu crées le produit, tu commences par le vendre, tu prouves que tu es capable de le vendre, et après, tu commences à le louer ou le leaser avec un partenaire financier. Et c'est là qu'on s'est approché du Crédit Agricole, de la BNP, on est proche des deux aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de créer ce genre de partenariat pour aller voir Seat demain et leur dire on arrête d'acheter des machines, on fait de la location. Et c'est là qu'on est allé les voir pour le programme d'accélération. Ah oui, pour les louer, après tu les fais plus payer. Malin. Exactement. Tu as un partenaire financier qui finance pour toi. Et ils t'ont aidé comment, la BNP? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé les voir pour ça, et on est accéléré chez eux maintenant. Donc il y a un accompagnement par des formations, par des mises en relation. Et ce qui est top, c'est qu'on a trouvé un accompagnement humain, vraiment. Un entrepreneur, il passe par des ups and downs, quoi. C'est vraiment... et c'est pas facile tous les jours.
Et ils nous ont mis en relation avec la BNP au Maroc, la BNP en Algérie. La BNP au Maroc est déjà en train on va installer des machines chez eux. Donc il y a des mises en relation concrètes qu'ils sont en train de faire. Et ce que j'adore chez eux, c'est que c'est à la fois tentaculaire, dans le bon sens du terme. Ils sont un peu partout et assez centralisés parce qu'en même temps, il y a on te met en relation avec X, Y, Z, ça va t'aider. Ça, c'est bien. Ok. On regarde les images et on en parle juste après pour finir. On est venu ici parce que vous utilisez la solution Cumulus. Oui. Déjà, tu peux me dire où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est votre activité? C'est Yassine Ouarteni, je suis le responsable sécurité et environnement à Coffee Cab. Vous êtes ici pour avoir la solution Cumulus. Vous êtes content de la machine ici? Ah oui, bien sûr, ça, par rapport surtout le goût de l'eau. Donc c'est similaire à l'eau en bouteille. Oui, à l'eau en bouteille. Et là, sur la machine, ça indique l'eau qu'il y a actuellement dans la machine à disposition? Oui, la production, on a produit jusqu'à maintenant 6,8 litres. La capacité maximale, c'est 10 litres. Chaque jour, donc, il y a un renouvellement de la production de l'eau. Donc, chaque jour, on a plus que 30 litres. Donc, c'est fonctionnel. Pour moi, c'est fonctionnel. Tu le disais, du coup, que les employés peuvent venir prendre jusqu'à 1 litre ou 2 par jour. Vous avez des bouteilles, tu nous as parlé des bouteilles aussi. Donc Cumulus nous a donné un geste commercial pour ces bouteilles vertes pour chaque employé. Donc chaque jour, on a 1 litre d'eau potable. On a un indicateur pour la consommation de plastique, donc on a amélioré nos performances environnementales par rapport à la consommation de plastique à travers cette action. Donc voilà, on vient de voir l'image. Merci d'être allé jusqu'en Tunisie pour filmer. En tout cas, on a vu que ça marchait grâce à ça, parce que c'était important d'illustrer quand même, parce qu'en parler, ça paraît un peu abstrait, tant qu'on n'a pas vu les machines. Juste aller au Y aussi, on en parlait juste avant, de la BNP Paribas. Juste pour expliquer, c'est eux nos partenaires de l'émission, et on pensait juste, au lieu de faire une sponsor classique, mais montrer justement des choses et des sociétés intelligentes qui ont été créées grâce à ça, et des entrepreneurs qui ont eu des idées qui font un peu avancer l'humanité et qui permettent d'avoir un monde qui avance dans le bon sens du terme. C'est un peu le sujet. Qu'est-ce que tu as vu au Y? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que le Y, c'est là que j'ai rencontré Yeb déjà. Et en fait, ça m'a permis de visiter un peu les locaux dans lesquels ils bossaient. J'ai vu qu'ils avaient installé sur le rooftop, sur le toit du bâtiment, ils ont installé une machine Cumulus. Donc il y a de l'eau Cumulus qui est fournie aussi au Y. Et c'est des espaces de travail. Des bureaux que tu loues la BNP un peu moins cher. Exactement, quand exactement. Ils te prennent en main, quoi. Sur 2 ans. Je crois que l'accompagnement dure 2 ans, je me trompe pas, je pense, c'est 2 ans. Sur lesquels tu vas avoir, comme disait Yeb, un accompagnement global sur des produits, des services financiers, des partenariats. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place, quoi. On va expliquer après, pour terminer dans l'émission avec une personne de la BNP, comment justement on peut faire partie de tous ces entrepreneurs, comment vous pouvez postuler si vous avez une idée, même juste une idée qui a germé, ou si vous êtes un peu plus avancé comme Yeb l'était, comment est-ce que vous pouvez vous faire aider par la BNP pour lancer votre projet et le démultiplier, le rendre encore plus fort. Merci beaucoup Yeb d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci Seb d'être allé jusqu'en Tunisie. Et puis voilà, juste après on va retrouver une personne qui travaille à la BNP Paribas et qui va nous expliquer justement comment faire pour postuler, pour s'inscrire, pour essayer de rentrer en contact avec eux. Voilà pour ce reportage avec 3 entreprises très différentes, ce qu'on appelle les entreprises à impact, c'est-à-dire qu'ils ont un impact sur le monde. Vous pouvez aussi postuler, vous pouvez proposer votre candidature avec le lien dans la description. On va dans un instant parler à quelqu'un de la BNP qui va venir expliquer. La BNP qui suit d'ailleurs de nombreuses entreprises. Il y en a combien exactement ? Alors le programme dont tu parlais au début de l'émission, qui s'appelle Act for Impact, ça correspond à 2200 entreprises qui ont été suivies par la BNP et qui sont accompagnées sur plusieurs points. D'abord, il y a un soutien financier, il y a un réseau surtout, c'est la partie la plus importante où en fait BNP est implanté partout dans la France, soit à Rennes, dans le sud de la France ou à Paris. Il y a plein d'agences et c'est un peu comme les agences. Tu as toujours quelqu'un qui pourra répondre à tes besoins. Et ça correspond aujourd'hui, l'accompagnement de 2200 entreprises, à 1,2 milliard d'euros qui ont été donnés, en tout cas prêtés à des entreprises. Ah oui, c'est énorme. On va faire rentrer pour terminer Raphaël Leroy, qui est directrice engagement entreprise chez BNP Paribas, pour qu'elle explique exactement, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter exactement ce qu'il faudra faire. On vient de retrouver sur le plateau Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël Leroy, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est vous qui avez inventé, ça s'appelle Act for Impact, le dispositif dont on parle actuellement. Donc c'était intéressant d'avoir Raphaël sur le plateau pour expliquer tout ça. Oui. Vous êtes depuis 1991, c'est ça, à la BNP? Oui. Vous connaissez la boîte? Ça fait un petit moment. Et vous faites avancer le schmilblick, je disais en rigolant tout à l'heure, mais... parce que je ne sais pas si tout le monde connaît responsabilité sociale des entreprises, tu sais, tous les termes, RSE, etc., machin.
En tout cas, vous essayez d'aider les sociétés, les entrepreneurs qui vont dans le bon sens pour la société, en gros. Exactement, qui répondent aux grands défis que nous connaissons tous, hein, les défis écologiques, changement climatique, perte de la biodiversité, et puis les défis sociaux également. Lutter contre les inégalités sociales. Vous avez entendu Cumulus, l'accès à l'eau potable par exemple. Donc il y a de gros enjeux. Ah oui, génial. C'est vous qui choisissez. Comment ça se passe si on est aujourd'hui entrepreneur? Est-ce qu'on vous contacte quand on a juste une idée? Est-ce qu'on vous contacte quand on a, comme IEB de Cumulus, dont on parlait juste avant, on vous contacte quand on a déjà bien avancé sur des prototypes? Comment est-ce qu'on vous contacte? À quel moment? C'est important pour bien comprendre le processus. L'objectif, c'est qu'on puisse vous accompagner à toutes les étapes du cycle de vie. Donc dès l'émergence des idées. Et là, on travaille beaucoup avec des incubateurs, par exemple, qui peuvent nous orienter des entrepreneurs. Mais vraiment, l'objectif du dispositif, donc effectivement, qu'on a créé il y a une dizaine d'années avec Fort Impact, c'est de pouvoir faciliter l'émergence, donc dès le démarrage, la création d'entreprise, et puis ensuite d'accompagner ces entrepreneurs à toute étape. Ok, donc ça, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Vous avez accompagné combien de boîtes depuis là? Alors aujourd'hui, on accompagne 2700 entreprises sociales, alors de toutes catégories, parce que c'est ce qui caractérise les entrepreneurs à impact, c'est leur diversité. Vous en avez interviewé 3. Alors, il y a une diversité de statuts. On peut trouver des associations, des PME, des petites structures qui démarrent, des start-up qui utilisent la technologie et la deep tech pour craquer des sujets comme l'accès à l'eau potable, par exemple, dans les pays qui sont en stress hydrique, etc. On a reçu, on a fait un mini-reportage sur Phoenix, nous, et donc c'était intéressant aussi de voir comment vous pouvez récupérer les déchets, les aliments qui n'étaient pas périmés, mais qui arrivaient à une date proche. Tom et Josette avec donc là, la crèche entre les personnes âgées et les enfants, enfin, c'est super intelligent, quoi. Ils passent devant un comité, vous décidez à plusieurs, comment ça se passe? Ah non, alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Act for Impact, parce qu'il n'y a pas de comité. En fait, pourquoi c'est né Act for Impact? L'objectif d'une banque, c'est on accompagne des entrepreneurs. Et ce qu'on a constaté il y a une dizaine d'années, c'est l'émergence justement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Phoenix, c'est un des premiers. Il s'est créé finalement en même temps qu'Act for Impact, où en fait ces entrepreneurs voulaient développer des solutions nouvelles pour répondre à ces enjeux de société, écologiques, sociaux, des enjeux qui sont leur quotidien et qui sont notre quotidien. Et donc notre métier, c'était de se dire comment on peut accompagner ces entrepreneurs. C'était pas je t'accompagne c'est comment je me mets, comment j'adapte mes schémas, comment je me transforme pour pouvoir répondre et les accompagner. C'est-à-dire quoi, accompagner? Parce que j'ai du mal à bien cerner, je pense que c'est pareil pour vous chez vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est financer, on sait ce que ça veut dire, vous donnez de l'argent, vous aidez, vous faites des crédits en gros, des prêts, vous rachetez une part des boîtes, comment on accompagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur. Quand vous venez voir le banquier, ce que vous attendez de lui, vous créez votre entreprise, vous avez besoin de financement. Votre entreprise grandit, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous avez besoin de financement. En fonction de votre stade d'avancement, vous n'aurez pas les mêmes besoins en termes de financement. Donc la première attente qu'ont nos clients, c'est qu'on puisse leur apporter les solutions de financement. C'est quoi une solution de financement? Ça peut être du crédit. Donc quand je démarre, ça va être du crédit bancaire, j'ai besoin de 20 000, j'ai besoin de 30 000. Donc accompagner, c'est financer, mais c'est pas que ça. On va financer, mais parfois on va pas financer tout seul. Quand on a commencé à bien comprendre cet univers de l'entrepreneuriat impact, on s'est rendu compte que l'économie de l'impact, c'était une économie de la coopération. Et c'est ce qui faisait un peu toute la différence. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a un nombre d'entrepreneurs qui augmente d'année en année, même depuis 2021, ça a vachement augmenté. On voit que chaque année, donc c'est-à-dire que c'est un pays qui est en train de... Est-ce qu'il s'américanise un peu le business? Alors d'abord, sur l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Il y a les chiffres qui viennent de sortir. En France, on bat le record d'entrepreneurs. Alors, il y a plein de raisons. Je ne sais pas si c'est le sujet de l'américanisation. Pour le moment, c'est surtout qu'on voit que, pour beaucoup, l'entrepreneuriat fait rêver. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est de l'indépendance, c'est de la liberté. Et puis, quand on parle de sens, on parle d'entrepreneuriat impact. Quand je crée mon entreprise, regarde, je peux créer un projet qui me ressemble. Donc, c'est quand même source d'épanouissement incroyable. Si vous posiez la même question il y a 10 ans aux jeunes, parce qu'on dit de plus en plus de jeunes veulent entreprendre,
Les jeunes, qu'est-ce qu'ils souhaitaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans? C'était la sécurité. Beaucoup voulaient rejoindre la fonction publique. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on est un pays avec une forte dynamique entrepreneuriale et c'est devenu une vraie tendance de fond. Merci Raphaël Leroy d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à BNP Paribas de nous avoir sponsorisé, nous accompagner aussi sur le développement du média. À vous tous d'être de plus en plus nombreux. Entre 100 et 150 000, vous êtes à vous abonner chaque mois. C'est énorme. Donc continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Légende, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, peu importe où vous êtes, sur Facebook, on vous met aussi des extraits d'émissions, de l'actualité, des vidéos. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!